J'étais dans la shortlist de certains clubs, mais ça se fait pas. Je pouvais revenir en MLS, mais au final, ça se fait pas fait. Moi, ma priorité, c'était de revenir en Europe. Zachary Bourilla, tu évolues au poste d'arrière droit pour le FC Lugano en première division suisse. Avant cela, tu as joué pour le CF Montréal en MLS de 2019 à 2023. Tu as également porté le maillot de l'équipe nationale canadienne participant à des compétitions majeures comme la Gold Cup et la CONCACAF. Comment ces discussions-là s'ouvrent? On a un appel de mon agent avec mon meilleur ami. Mon agent me dit, bon, on est en train de négocier avec Lugano. C'est ma carrière, puis c'était un parti de blackjack parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais sans rien. Peut-être je vais travailler, j'ai commencé à mettre des CV, je sais pas ce que je vais faire, etc. Donc au bout d'un moment, t'as la réalité en face, t'as un enfant, tu dois subvenir aux besoins de ta famille, etc. Donc je conduis, puis dans la conversation de groupe qu'on a, mon meilleur ami, il reçoit le message de nos agents. Là, on a parlé avec Lugano, Zachary Bourilla, tu évolues au poste d'arrière droit pour le FC Lugano en première division suisse où tu t'es rapidement imposé comme titulaire depuis ton arrivée en 2024. Avant cela, tu as joué pour le CF Montréal en MLS de 2019 à 2023, accumulant près de 7000 minutes de jeu et marquant 6 buts. Tu as également porté le maillot de l'équipe nationale canadienne participant à des compétitions majeures comme la Gold Cup et la CONCACAF. Zachary, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast Histoire de foot. Merci à toi pour ton invitation, c'est un honneur. J'ai eu beaucoup d'amis qui regardent tes vidéos, mais aussi qui sont passés. Ouais. Donc, c'est vraiment un honneur de partager ce moment-là avec toi. Et pour que les gens qui écoutent le podcast le sachent, on est en direct de Lugano, la nouvelle ville pour qui tu joues depuis le début de l'année. C'est tout récent. Ça, depuis la nouvelle saison ici en Europe, c'est un peu décalé avec les dates, par exemple, pour nous, pour vous, Canadiens. Mais non, c'est tout nouveau. J'adore la ville, c'est magnifique. C'est une cadre de vie. On peut pas rêver mieux, la belle Europe, comme on l'aime, avec le lac, les montagnes, les petites villes, les petites rues. Puis ça mange super bien ici. Ah, c'est exceptionnel. C'est côté italien, donc franchement, la nourriture est rien de mieux. Donc, on est dans le sud de la Suisse ici, à côté du nord de l'Italie. On est à peu près à 1h30 de Milan. C'est tout à fait exceptionnel ici. Zach, je suis vraiment content de prendre du temps avec toi aujourd'hui. Je faisais mes recherches. Une histoire de foot assez exceptionnelle. On va commencer un petit peu au début. Tu es né à Haïti. C'est ça, ouais. Et tu es déménagé assez tôt à Montréal. Si je crois bien, tu es resté quelques années avant de partir en France. Première question que j'ai pour toi aujourd'hui. Tes souvenirs de foot, le foot, ça commence à Montréal ou ça a commencé plus en France? C'est plus en France. Moi, à Montréal, mon père, vu que j'ai été adopté, mon père, gros fan de football américain, il me mettait plus avec un ballon de football américain. Mais en étant jeune, j'ai jamais trop été sur le foot. C'était plus le rugby. Le rugby. Quand je suis arrivé à Paris, à l'âge de mes 5 ans, juste commencer avec le ballon de rugby, comprendre les règles, etc., les mini-tournois, parce que on n'est pas assez développé pour faire jouer sur le gros terrain, donc c'est plus des petits terrains aménagés. Donc j'étais pas mal bon, vu qu'il y avait pas assez, le football américain n'était pas assez développé encore en France. Là, ça commence à venir, surtout en Europe et tout. Il y a de bonnes équipes à venir. Donc c'était le rugby. Donc j'ai commencé à Ambérieu, où je vivais après, quand je suis descendu dans l'Ain avec mes parents, car ils avaient un restaurant bar à vin à l'époque. Puis j'ai fait 2 saisons là-bas. Puis après, je me suis tourné vers le foot. Vu que j'avais beaucoup d'amis qui jouaient au foot à l'école, je faisais toujours du foot. J'ai dit, allez, je vais essayer le foot. Puis ça n'a pas loupé. Et tu as des capacités athlétiques, je pense, qui te permettaient d'être assez bon au rugby, d'aller très, très vite au foot également. Oui, c'est sûr. Tu avais le choix un peu entre les deux. J'avais un peu le choix. C'est un peu plus ma mère, on va dire, qui a développé mes sens moteurs. Quand j'étais plus jeune, j'étais à une super bonne garderie à Montréal. Je me rappelle plus du nom, mais je sais que l'après-midi, tu avais du gym, du cirque. C'était pas trop loin où j'habitais. J'habitais sur rue Saint-Denis à l'époque. Donc, ça doit être dans le coin du parc, parc La Fontaine, etc. Je me rappelle à peu près, on passait souvent par le parc La Fontaine. Donc, c'était vers là-bas à l'école. Et parlons un peu de où commence vraiment le déclic avec le foot. Donc, je vois qu'en France, tu as joué pour des clubs locaux. L'Agneau, Ain Sud,
Est-ce que rapidement, quand tu as 7, 8, 9 ans, tu te rends compte que tu as peut-être certaines capacités, certaines qualités? Parce qu'on parlera par la suite de ton parcours avec l'Olympique Lyonnais, qui a quand même été assez exceptionnel. Je pense que tu es passé 10 ans là-bas, tu as fait tous les clubs. Mais avant de rentrer dans un centre qu'on appelle des centres de préformation, est-ce que déjà là, tu étais capable de te démarquer du reste des joueurs? Est-ce que c'était inné déjà pour toi? Pas forcément inné. À vrai dire, pour moi, le foot, c'était juste jouer avec mes amis. Prendre du plaisir. Ça a été beaucoup plus tard où là, je me suis rendu compte, allez, pourquoi pas essayer de devenir professionnel. Mais ma priorité, c'était de jouer avec mes amis. C'est là où, pour moi, j'ai pris plus de plaisir. C'est en jouant à l'Agneau et en Sud. C'est là où t'as pas cette pression-là de performer. Pour situer notre audience, c'est où exactement? Là? C'est dans l'Ain. C'est dans la région à côté de Lyon. Région Rhône-Alpes, donc t'as l'Ain, t'as le Rhône, t'as la Saône, etc. Donc c'est à 50 minutes de Lyon en voiture. Donc c'était un petit club de campagne où j'ai eu mon premier entraîneur. C'est quand ma mère me mettait en centre aéré. Pendant les vacances, il y a un entraîneur à l'époque, il était jeune, maintenant il est père de famille et tout, mais Rémi Masson, qui m'a initié au foot et il avait une équipe en jeune. Sauf que lui, comme j'étais assez développé avec le rugby, il pensait que je pouvais jouer avec sa catégorie d'âge. Mais ils se sont rendus compte que je pouvais pas, donc j'ai dû diminuer, retourner plus bas avec ceux de mon âge, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas surclasser de deux ans de catégorie. Maintenant, ça se fait plus facilement, mais avant, ça se faisait pas. Donc j'ai commencé avec mon premier coach on le surnomme tous Chou, maintenant Choucroute. Maintenant c'est le président du club. Donc voilà, gros big up à lui comme on dit. Et voilà, c'est toujours un club qui restera dans mon cœur parce que c'est mes premières années où j'ai pu toucher le ballon, apprendre le foot. Donc c'est là où on a fait des saisons historiques en jeune pour le club. Sur 13 tournois, on en gagne 11. Une année avec Rémi, avec Chou, on fait des belles performances aussi. Une année, je crois que c'était un U11 ou U12, ou U13, je me rappelle plus, juste avant que je parte pour l'OL. On fait un match amical, on les fait venir chez nous et on les gagne 5-4. Ce jour-là, il y avait pas mal de monde, c'était vraiment un gros événement pour la ville. Donc, on avait une sacrée équipe. On battait presque toutes les équipes de la région. On était presque invaincus. Tous les tournois, on les avait ramassés. C'était qualifié en régional, départemental. Puis après, on n'est pas passé après régional. C'était compliqué vu les grosses équipes de la région pour nos petits clubs. Mais c'était les meilleurs moments avec les parents, les joueurs. C'est là où tu passes que des bons souvenirs. Ensuite, foot, ça a été un peu plus complexe parce que c'était particulier. J'avais signé avec l'OL en U13, mais je ne pouvais pas jouer le week-end. Ben, c'est ça. Et là, je vais en parler de ça pour qu'on situe un petit peu les gens. Donc, et j'ai trouvé ça exceptionnel, ou plutôt intéressant. Donc, on va essayer de situer un petit peu nos collègues canadiens qui nous écoutent. On a des gens d'Europe, on a des gens du Canada qui nous écoutent. Avant de parler de tout ça, comment tu te fais détecter à l'OL? Comment ça fonctionne? On parlait avec des joueurs du CF Montréal, des Zachary Fernandez qui ont fait le CF Montréal dans les clubs jeunes. Il y a des camps de détection. Tu t'inscris pour ultimement rentrer dans l'équipe. Est-ce que c'est la même chose avec l'OL ou c'est eux qui viennent cogner à ta porte? Il y a aussi des camps de détection, mais c'est pas là où ils recrutent la majorité de leurs joueurs. Maintenant, je sais plus, mais à mon époque, ça se faisait. Après, c'était les parents qui avaient vraiment les moyens qui pouvaient les offrir. Mais en général, la mentalité européenne, c'est différent. On va dire, le foot, c'est vraiment le sport du peuple. Les licences, c'est beaucoup moins cher qu'au Canada. Je crois qu'une licence, quand j'étais jeune, à l'année, c'était 90 € ou 100. Mais ça te permet de jouer, c'est ça? Ça te permet de jouer toute l'année, en fait. Donc, après, si t'es blessé, t'es assuré, etc. C'est ta licence qui permet de jouer. Adulte, c'est le plus cher. Mais c'est pas comme les sommes que j'ai entendues pour jouer une saison, surtout d'hiver ou d'été au Canada, où c'est vraiment, les chiffres sont assez hauts, je trouve. Donc, pour les détections, exactement, en fait, c'est les clubs qui te scrutent via des recruteurs
qui viennent au match, au tournoi, etc. Donc, des fois, tu ne sais même pas que tu es recruté par certaines équipes. J'avais la chance d'en avoir plusieurs. J'avais l'OL qui était beaucoup, qui ont eu mon nom, etc., qui ont fait les démarches. Il y avait Bourg-Perona, le club phare de l'Ain, qui était sous la tutelle de l'Olympique Lyonnais. Ouais. Il y avait Saint-Étienne, il y avait Auxerre, j'avais qui d'autre aussi? J'avais du monde, j'avais 5-6 clubs à peu près sur moi. Et t'as quel âge, à peu près 12 ans? À l'époque, ouais, 11-12 ans. C'était à l'époque, ouais, où je commençais. Comment on se sent quand on a des clubs comme Auxerre, Olympique Lyon, qui disent on veut t'avoir dans notre centre de préformation? C'est flatteur. Après, pour moi, ma mère, elle n'était jamais vraiment baignée dans le foot. Elle est devenue amoureuse du foot après. Ouais. Mais pour elle, c'était les études et pas autre chose. Après, elle m'a dit, si la carte du foot, ça se passe bien, pourquoi pas. Mais d'abord, concentre-toi sur les études. Donc, aussi, regarde ton dossier scolaire. Parce que c'est bien beau le terrain, mais si en dehors, t'es un petit rigolo et t'es pas super bon à l'école, ça va risquer d'être compliqué dans ton dossier. Après, il y a tellement de monde. Après, ils peuvent faire certains. Si t'es le Messi, ils vont te laisser un peu plus passer, ils vont être un peu plus cool. Mais c'est vrai que l'école est importante et c'est sûr que ça a plus facilité mon dossier. Ma mère, elle voulait que j'ai toutes les félicitations quand je suis rentré en 6e. Parce qu'après, en 5e, je suis rentré à l'OL, donc c'était un 8-13 ou 14. 8-13, ouais. Donc, elle voulait que je me rappelle, le premier semestre, j'avais eu félicitations. Le deuxième, j'ai eu encouragement. Elle m'a disputé sévèrement. Et le troisième, j'ai retourné sur mes félicitations. Donc après, j'ai pu intégrer l'OL. Ils étaient en partenaire avec Saint-Louis-Saint-Bruno, un des meilleurs collèges de la région lyonnaise. Donc, je suis arrivé dans une classe, moi je m'attendais, la moyenne de classe c'était 10, 11, comme toutes les moyennes. Non, la moyenne là-bas c'était 16, 15 et demi, 16. Donc, le niveau était super élevé. Donc, c'était super. J'ai beaucoup appris là-bas, via les professeurs, via aussi de voir différents sports, parce qu'il y avait différents sports dans cette école-là. Donc, c'était pas mal. Franchement, c'était top. Et donc, il y a les détections qui se mettent en place. Finalement, tu choisis l'OL et on va revenir un petit peu à la distinction qu'on parlait plus tôt. Pour que les gens comprennent bien, quand on joue avec l'OL, et ça doit être la même chose pour plusieurs clubs en France, on peut s'entraîner. Mais pour jouer le week-end, on doit vivre dans un périmètre de 50 km autour de Lyon. Si on est à 1 kilomètre de plus, ils ne te laissent pas jouer le week-end pour... et l'argument ici, c'est la protection d'avoir des joueurs que tu t'en vas chercher, disons, au Brésil, en Asie, qui seraient des talents hors normes et qui rendent ton équipe un petit peu anti-compétitive, de ce que je comprenais bien. Et toi, tu habites à 51 km. Ouais, c'est ça. Donc, tu es à 1 kilomètre seulement de pouvoir jouer le week-end. En fait, ça, c'est les règles FIFA, comme tu l'as expliqué, mais sur certains GPS, quand tu mets une adresse, tu arrives à 49. À 49. Et quand ils tapent de leur fichier informatique ordinateur, ils arrivent à 51. Donc, c'était pas valable. Donc, on trouve un terrain d'entente. Moi, je sais que moi, j'habitais à 51. Un Sud Foot, c'est un des clubs aussi phares de la région, de mon département à l'époque là. Tu avais un Sud Foot et Bourg-Perona, qui étaient deux clubs partenaires de l'OL, on va dire. Moi, ça m'arrangeait bien. Un Sud Foot, c'était moins loin que Bourg-Perona, de la maison où j'habitais. Puis, il y avait comme une rivalité un peu entre mon équipe à l'époque, en jeune, et un Sud Foot pour les victoires, etc. Ouais. Parce qu'ils avaient des bons joueurs, des anciens de Lyon qui vivaient de là-bas. Ils venaient dans ce club-là parce que c'était vraiment structuré et il y avait plus de moyens financiers. Donc, au final, ma mère signe avec directeur du centre à l'époque, qui était Rémi Garde, il me semble, et c'est comme ça que pour plus tard, bien sûr, est belle, mais à l'époque c'était Rémi Garde, le directeur du centre. Donc ils font un papier, ils disent parce qu'ils savaient qu'il y avait d'autres clubs aussi qui me voulaient. Ouais. Donc le week-end, je jouais avec un Sud. Avec un Sud, on a fait une énorme belle année, départementale, régionale aussi. Régionale, on s'est pas qualifié de peu. Mais c'était beau, je m'entraînais, comme j'étais jeune,
Je prenais le train chaque matin je me levais, il devait être 6 heures du matin, je prenais le train, petit déjeuner vite fait, je partais et je rentrais le soir à 19 heures, quoi, une journée complète d'un adulte. Train, après métro, bus, je devais prendre le bus à Lyon. J'arrivais à la gare Pardieu. Pardieu, je prenais le métro A. Métro A, je m'arrêtais, non, métro B, puis le A, pour aller à Hôtel de Ville. Hôtel de Ville, tu prends le C13 pour monter ou C15 pour monter au collège. Donc, c'était ça mon quotidien pendant 1 an. Est-ce que tu passais plus de temps dans les transports en commun que sur le terrain? Ouais, clairement, facile 1 heure et demie le matin, voire 2. Ça dépendait quand je prenais des directs ou pas des directs. Ouais. Donc déjà, quand tu loupes ton direct ou il n'est pas disponible à cause des problèmes de train ou grève, etc. Des fois, tu en es pour 1 heure ou il y a un accident sur la voie, etc. Ça dure. C'est rarement le cas, mais des fois 2 heures du matin chaque transport à peu près. Donc c'est là où je me suis rendu compte. Vas-y, vraiment, t'as tout donné pour. Ça devient sérieux. C'est des sacrifices, tu vois. Ouais. Donc, après, je rentrais le soir, je fais tes devoirs, je suis fatigué. Après, la journée s'enchaîne jusqu'au match le week-end, mais le week-end, j'étais avec un Sud. Donc, ça se passait super bien. Il y avait Donc, tu t'entraînes la semaine avec l'OL, mais tu peux pas jouer avec eux le week-end et le week-end, tu joues avec les Sud. C'est un peu ça et ça se déroule de 13 ans jusqu'à quel âge? Jusqu'à la fin, la première année je fais toute mon année comme ça, U13. À 13 ans, OK. Et après, ma mère décide de venir emménager sur Lyon. À Villeurbanne, c'est à côté. C'est comme si t'as Montréal-Laval, on va dire. Non. Ouais, Montréal-Laval, mais c'est un peu différent. Hein. Mais pas tellement longtemps en voiture. Donc, en voiture, c'est collé. Donc, c'est vraiment... Tout le monde dit Villeurbanne, c'est Lyon, en fait. Et donc, franchement, ça a été parfait. Et par la chance, quand elle a trouvé un appartement, j'habitais à 150 pieds du lycée, ma future étape scolaire, mais aussi avec l'OL. Donc, c'était juste parfait. J'étais à côté, même pas 30 secondes de la maison à chaque jour. Donc, je rentrais pour le dîner à midi. Donc, c'était parfait. Certains amis, dès qu'ils aimaient pas le repas, ils venaient à la maison. Donc, j'ai eu beaucoup de monde à la maison qui venaient manger. Donc, c'était top. Mais ouais, c'était pas évident cette année-là, U13. Avec le stress, des fois tu rentres. Après, c'est pas tous les parents qui laissent leur enfant de 13 ans prendre le train. Après, j'étais pas tout seul. Il y en a, ils habitaient aussi un peu aux alentours, ils prenaient le train. On était plusieurs à rentrer en métro le soir. C'est un peu comme ça. Bien sûr. À l'Europe. Donc, même les jeunes, 8-9 ans, ils prennent le métro, bus, transport, puis tu te balades dans la ville où tu sais, on avait nos gros sacs de l'OL Adidas. Donc, on était un peu voyants partout, mais après, c'est le quotidien de chacun. Donc, et j'aimerais peut-être ouvrir un peu une parenthèse là-dessus. Donc, pour bien situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, à 13 ans, on parle de centre de préformation, si je crois bien. Et le centre de formation commence à? En U15, donc à U15. 15 ans, 14 ans, c'est ça. 2 ans plus tard. À U13, U14, U15... Pardon, excuse-moi, c'est U16. À U16 que ça commence, le centre de formation. U13, U14, U15, et U16, U17, U19, centre de formation. Centre de formation. Et, bon, on te connaît comme un arrière-droit, mais tu as évolué au courant de ta carrière. De ce que je comprends, au début, à 13, 14 ans, tu es davantage au milieu, tu es plus haut même sur le terrain. Il y a eu des changements à travers le temps. Et très rapidement, tu deviens souvent le capitaine des sélections de jeunes. Là. Avant que tu signes avec l'OL, je pense que tu signes en 2018, tu étais capitaine de la génération U19 et tu as souvent été capitaine plus jeune. Donc, est-ce que très rapidement, tu arrives dans ces équipes-là et tu as la facilité de t'imposer? Est-ce que c'est un peu inné en toi? Comment tu te sens quand tu as autant de bons joueurs autour de toi? Comment qu'on s'impose? C'est pas inné, on va dire, mais moi, je l'ai pas jamais perçu comme cela. Après, c'est toi, tes caractères, comment le coach te perçoit, comment les gens aussi autour te perçoivent. Et des fois, c'est pas forcément le meilleur joueur qui est capitaine, mais aussi comment tu arrives à embringuer les gens avec toi, comment par ton sérieux, mais aussi par
ta voix, ta facilité à interagir avec les autres. Donc, je pensais plus ça. Il y avait des excellents joueurs aussi qui étaient capitaines au fil des ans. C'est vrai que j'ai été plusieurs fois, que ça soit en U14, U15, mais aussi j'ai fait aussi 17 un peu, 19 beaucoup, CFA aussi. Donc, la réserve maintenant c'est N3. Euh, donc, non, franchement, N3, N2, pardon. Euh, j'ai toujours apprécié cela. Après, maintenant, si le coach veut que je sois capitaine, je le suis. Ça me dérange vraiment pas. Faire discuter, parler, ça me dérange vraiment pas. Après, maintenant, moi, j'ai toujours été le capitaine qui va pas trop voir le coach. Quand il y a quelque chose, je le dis. Quand il y a pas, chacun vit sa vie, tout le monde est content. On parle par ses actions. Après c'est le terrain. Puis sinon, après, moi, tout le temps où j'ai été, toujours ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas eu d'écart ou de problème entre coach, joueur ou quoi que ce soit. Même si des années m'ont été moins de succès que d'autres, mais ça s'est toujours bien passé de manière générale. Zach, j'aimerais ouvrir une discussion avec toi concernant le niveau des centres de formation de jeunes. On a Samuel Piette qui est venu sur le podcast. Samuel Piette, capitaine du CF Montréal. Et si les gens écoutent un peu le podcast qu'on a fait ensemble, ils connaissent son histoire. Il a fait toutes ses classes en Europe. En Metz, je crois. Il a fait Metz, il a joué également en Espagne avec Tara, il a joué en Allemagne également. Il a fait plusieurs pays. Et il nous parlait que quand il est arrivé à Metz avec les catégories de jeunes, là, rapidement, il a compris dans quoi il s'embarquait. C'est-à-dire que lui, il jouait au foot avec ses amis pour le plaisir au Canada. Et là, il arrive à Metz et là, le milieu de terrain, il veut ta peau. Lui, il n'est pas venu ici pour le plaisir. Il veut passer à l'étape supérieure. Il veut ultimement signer. Ce qui est très normal. On est dans un environnement compétitif qui va tranquillement devenir un environnement professionnel. Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que c'est cette dynamique-là qui s'installe de se dire, on est une équipe, certes, mais au final, il y a quoi? Un joueur, deux, peut-être trois par génération qui vont passer pro? Comment cette dynamique de compétition, mais de coéquipier s'installe? Quel est le niveau? Parlons un petit peu de tout ça. À vrai dire, c'est vrai que la compétition, elle y est. Chaque année, il y a des gens qui, je vais le dire à la Montréal, qui se font congédier. Donc, gentiment, donc t'es sûr que tu te dis, bon, j'ai pas envie de faire partie des gens qui partent. Donc, les places valent cher. Surtout que en jeune, c'est moins, il y en a moins. Après, ça dépend certaines années, on va dire des années de transition quand tu passes de préfo à formation, c'est là où il y a plus de cassures de certains joueurs où ils font un beau tri parce qu'après, tu auras dans des contrats de sponsoring, mais aussi financiers. Donc, tu sais que il y en a, maintenant, ils peuvent venir d'Europe, mais aussi du monde. Donc, il y a encore plus de concurrence. Donc, tu le sens, oui et non, mais tu le sais au fond de toi, parce qu'on a tous ce même rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Comme tu l'as dit, il y en a à peu près 1 ou 2 par génération, ou 3. Ça dépend quel club, etc. Par chance, à l'Olympique Lyonnais, c'était le temps, il y en avait plus. Maintenant, beaucoup moins. Donc, aussi, ça dépend aussi du président, de l'investissement qui a été mis. À l'époque, l'OL mettait beaucoup sur son recrutement était basé sur le centre de formation, sur récupérer des jeunes joueurs pour les vendre derrière. Maintenant, c'est un peu différent. Donc, comme tu as dit, Samuel, je pense qu'il a très vite su qu'il y avait une différence entre le football montréalais et le monde d'ici. C'est vraiment deux mondes. Et que ça soit tactique, technique, vitesse de jeu, dans tout, c'est pas pareil. Après, le football européen, c'est un des meilleurs footballs au monde. Donc, après aussi, les terrains sont beaucoup plus accessibles à tout le monde en Europe. C'est le prix aussi d'entrée, c'est beaucoup plus accessible. Donc, ce succès-là est plus facile que sur le type style américain, où on va dire, si t'as pas des parents qui ont les moyens financiers de t'inscrire à un sport, ça va être compliqué d'intégrer une équipe ou une académie, on va dire. Donc, après, je connais pas vraiment le modèle montréalais, mais ici, c'est à l'inverse. On investit d'abord sur le jeune, sur du long terme pour faire une revente après. Donc, on va dire, le foot, ça sauve beaucoup de familles
de la pauvreté, des difficultés financières de chacune. Donc, c'est sûr que on va dire, c'est une porte de sortie pour déjà pour le joueur, mais aussi pour la famille. Faut se le dire. Le foot, ça permet de très bien vivre. C'est pas tout le monde qui vas-y, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Dans la pyramide, on va dire, c'est que le 1%. C'est que le 1%. Énormément d'argent. Ouais. Et tout le reste, si tu prends tous les licenciés, etc. J'avais vu une vidéo YouTube, je pense que je faudrait que je te l'envoie. Un reel d'une personne qui avait fait les stats. C'est juste malade. Déjà, le nombre de footballeurs qui sont professionnels, mais qui restent professionnels longtemps. Après, ça diminue. Qui sont internationales, qu'ils ont fait des compétitions européennes avec leur équipe nationale, la Coupe du Monde, etc. C'est incroyable. Puis, tu vois, on a plusieurs gens qui viennent sur le podcast Histoire de foot. Certains ont des carrières exceptionnelles comme la tienne, sont passés pro. Exceptionnel, je ne sais pas. Je reste humble, mais pour moi, il n'est pas exceptionnel. C'est juste de signer, pour moi, on passe le cap d'exception. On parle du 1%. Je n'ai pas la statistique spécifique, mais le nombre de joueurs qui passent de centre de formation à signature pro, c'est minime. Mais juste d'avoir des joueurs qui ont des contrats d'1 an, à la fin, ils ne sont pas renouvelés, et pendant 7-8 ans, ils changent de pays à chaque année, envoient des emails pour trouver des contrats. Les histoires en division 3, en division 4, il y en a beaucoup. Donc, il y en a énormément, donc c'est pas évident. C'est pas linéaire, le foot. C'est pas linéaire, le foot. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ça peut aller très haut, mais tu peux redescendre très vite. Après, c'est dur de remonter. Et après, c'est toi et ta personnalité, toi et tes chances. Il y a une part de chance aussi, on va pas se le cacher, parce que il y a des blessures qui peuvent tuer une carrière. Un coach peut tuer une carrière d'un joueur. Un joueur peut se tuer lui-même en faisant en jouant mal son rôle de joueur. Donc, mais aussi les parents. Parce que là, je pense que ce qui me fait peur avec les générations à suivre, c'est les parents, on va dire, qui mettent tout dans parce que eux, ils n'ont pas réussi en tant que jeunes parents ou enfants et adolescents, etc. Donc, ils mettent tout pour faire en sorte que leur enfant réussisse, mais ils leur mettent une telle pression que l'enfant, il va imploser. Et au final, il n'y a plus de plaisir. Même là, dans les clubs amateurs, tu entends des scandales. Comment mon enfant ne joue pas le week-end, etc. Ce sont des indicateurs. Il y a un niveau, il faut respecter les choix. Et s'il n'est pas là, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, eux, ils apprennent, ce sont des indicateurs. Ils ne sont même pas payés la plupart du temps. C'est juste pour, déjà, leur apprendre de certaines règles de vie, mais aussi jouer avec leurs amis, de jouer au foot. Et après, c'est toi et ta chance. Le foot, c'est beau, c'est un merveilleux métier, mais après, il faut respecter aussi des choses établies. Une chose à la fois. Une chose à la fois, puis il faut pas mettre de pression. Non. Plus tu mets de pression à ton enfant, des fois, moi, j'en ai beaucoup d'amis où ils ont eu de la pression de leurs parents. Malheureusement, pour eux, ils ont joué quelques années avec moi ou dans les équipes professionnelles. Puis il y en a, quand c'est le moment de dire le verdict, on va dire, chaque année, tu as un verdict, ils disent s'ils gardent, s'ils ne gardent pas. Puis après, quand ils ne gardent pas, tu essaies de retrouver un club les mêmes qualités, mais le même aussi sérieux ou quoi. Il y en a plein, ils ont arrêté, ils font d'autres trucs. Puis après, quand tu as goûté le haut niveau, tu ne veux plus redescendre, etc. Donc, tes exigences descendent, etc. Donc, c'est pas facile. Et il y en a, ils se rendent pas compte. Mais le foot, c'est vraiment la jungle. C'est la jungle. Vraiment. Mais c'est le rêve de tellement de jeunes. Puis, Zach, j'aimerais te relancer ici un petit peu sur l'OL. J'écoutais, et j'ai fait beaucoup de recherches sur toi pour bien comprendre un peu ta carrière. Je crois que assez rapidement, tu t'imposes comme titulaire. Assez jeune, tu es capable de prendre tes aises, de jouer avec le club et d'enchaîner les matchs. Ma question pour toi est la suivante. Le déclic se fait quand? Préformation? Centre de formation? À quel moment tu te dis, bon, j'ai peut-être un coup à jouer? Parce que là, quand on rentre dans le centre de l'Olympique Lyonnais, j'imagine que ça ne doit pas prendre tellement longtemps qu'on commence à se dire, peut-être que je pourrais aller jouer avec le club pro. Puis soyons honnêtes, l'OL a un historique assez exceptionnel à travers les années. C'est un club qui a marqué le championnat français. C'est quoi? Ils ont fait 8 championnats d'affilée, je crois bien. Je pense que c'était 7. 7 ou 8 championnats d'affilée au début des années 2000. Donc, dis-moi un peu,
À quel moment dans ton parcours de jeune, il y a un déclic qui se fait de ton côté? Bah, moi, à vrai dire, quand j'ai signé en U13, bah, j'étais évidemment émerveillé par cette nouvelle. Un petit, un petit gars qui vient dans un petit club de région, de Lagneux, une petite ville à peine de 7000 habitants, signé pro, c'était vraiment une nouvelle historique par rapport à la ville. Après, signé pro, signé dans un club professionnel, Ouais. pardon. C'est après, on va dire, en U15, où je me suis dit, bon, Tes plus belles années, c'est quand? où j'ai pu plus prendre où j'ai pu prendre le plus de plaisir, on va dire, c'est quand j'étais à Lagneux. Après aussi, à l'époque de pré-formation à l'OL, U14, U15. Ouais. C'est là où j'ai pris plus de plaisir. Et c'est à partir de U16 où là, tu rentres dans le centre de formation quand tu arrives vers le lycée, où tu te dis, bon, il nous reste quelques années avant d'être pro, c'est là où tu dois tout donner. C'est là où tu dois passer un palier. Malheureusement, ce fut pas facile pour moi l'année U16, U17. Mon beau-père à l'époque, qui a eu un cancer, Ouais. donc c'était pas facile parce qu'il était vraiment une pièce forte au sein de ma famille et de moi surtout, parce que lui, il était fan absolu de football, vrai supporter madrilène. Donc, pour moi, les classicos, moi, j'étais plus 100% Barça. Donc, c'était comme ça à la maison. Donc, ça a été vraiment quelque chose. Puis, après un entraînement, en milieu d'après-midi, un jour, bah, ma mère me dit, je savais qu'il était en phase terminale de son cancer. Donc, c'était en U17. Moi, j'étais toujours poker face, je laisse rien paraître. Les émotions, surtout dans le football où tu es dans un club professionnel, où tout le monde peut te manger ou quoi que ce soit. Après, tu le sais au fond de toi avec le recul nécessaire que tu n'étais pas à tes meilleures périodes. Mais par exemple, c'était mon coach Armand Garrido à l'époque. Euh, il a jamais senti que j'avais une relâché ou une baisse de motivation et tout. Après, dans la tête, c'était dur cette année-là. Donc, quand j'ai su que mon beau-père il nous a quittés de ce monde, donc je me rappelle très bien de l'action quand je rentre du vestiaire, puis je vois le message de ma mère qui m'attendait à la sortie. Donc c'était pas évident. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit avec moi à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. profite de ma vie de famille, etc., qui a vu, bah, il me regarde d'en haut, mais après c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'était une époque pas facile pour moi, mais les plus belles années, c'était U14, U15, on va dire, U13 aussi. Pour moi, le coach qui m'a le plus marqué, c'est Cyril Doche, David Pavage, JB Grégoire aussi. C'est les années où j'ai pu prendre le plus de plaisir. Mon beau-père, à l'époque, il revenait avec ma mère au match, il regardait tout. Donc, c'était sûr que je voulais aussi réussir une partie grâce à lui, mais aussi pour ma mère, etc. Donc voilà, après U15, U16, c'était un peu plus compliqué. U17, ça a été. Après 19, première année, c'était correct quand même. Deuxième année, beaucoup mieux. Après, ça a été pareil aussi. D'année en année, ça a été, mais pendant l'année où il y a eu ce fait-là, c'était pas facile, on va dire. J'imagine. Mais non, j'ai gardé le cap, je me suis maintenu, mais j'ai eu on a fait des beaux trucs. Je me rappelle la première U17, parce que j'ai été surclassé, j'étais avec les U16, mais je m'entraînais avec les 17. On a été champion U17. Les U17, ils ont été champions. Après, j'ai pas beaucoup joué ou quoi, mais je m'entraînais beaucoup. Après, on a été en finale en U19, on a perdu. J'avais joué la finale contre PSG. En 19 aussi, on avait fait un tournoi en Suisse. Je me rappelle plus le nom du tournoi, mais on l'avait gagné. On a fait des beaux résultats, mais c'est sûr que, comme tu as dit, football européen, tu dois laisser paraître aucune émotion parce que les gens au-dessus, ils ont pas de pitié de toi, la plupart, même tes coachs ou entraîneurs, ils savent que les places sont chères. Donc, C'est la loi de la jungle, comme tu le mentionnais. moi, je me rappelle très bien à l'époque, Armand Garrido, je me rappelle,
Je devais partir en Espagne parce que pour enterrer les cendres de mon beau-père, il voulait presque même pas me laisser partir à l'époque. Donc, ouais, ça, c'est une anecdote que j'ai, mais jamais. C'est la première fois que je le dis, mais c'est dur. Il y a certains coachs qui n'ont pas d'empathie Wow. ou ils sont vraiment focus sur leur performance, sur leur truc. Donc, c'est pas évident. Après, des fois, ils sont très sympas avec certains. Après, ils ont leur chouchou. Ils ont leur tête quand c'est certains qui ont des faits un peu différents. Donc, tu vois aussi l'attitude du club quand toi, tu vas bien. Tout le monde va bien. Tout le monde te chouchoute, te tape le dos. Mais quand tes performances sont un peu moins, elles sont un peu plus vaches avec toi. Donc, c'est la vie. Après, Ouais. on fait avec. Et à la fin, tu passes autre et tu te dis, bon, c'est la vie. Tu as un parcours de jeune quand même assez atypique, c'est-à-dire que tu as été capable de jouer d'un rôle à l'autre, tu es passé de milieu, tu es allé derrière, tu as été capitaine de tes sélections et tu as fait 10 ans avec l'OM. Et ça, c'est important de le mentionner. Et je pense que c'est vers tes 19 ans, je crois que c'est en 2017-2018, Zach, finalement, tu le fais. Tu reçois un contrat professionnel. C'est ça. Et c'est l'objectif un petit peu de l'histoire de foot, Zach, c'est on est capable de voir ce que tu fais sur le terrain, on a tous les clips sur Internet, on peut voir tes buts que tu as marqués avec le CF Montréal, mais ce qu'on ne peut pas retrouver, c'est les coulisses, c'est les sensations, c'est les sentiments qui ressurgissent au moment d'une signature, au moment qu'on te l'annonce. Es-tu capable de nous parler un petit peu de tout ça, les jours, les semaines qui suivent? Est-ce que c'est quelque chose? Ouais. Mais je me rappelle, je reçois un appel du cas de l'Olympique Lyonnais qui faisait tout ce qui est contrat. Tout ça, il me dit, voilà, après un entraînement, voilà, Zach, tu as signé pro. Comment tu te sens? Bah, t'es choqué, tu te dis, bon, déjà, je connais pas ce numéro. Comment il a eu mon numéro? Voilà, tu peux me donner le contact de ton agent, nanani, nanana. Bah, oui, je lui dis, voilà, à l'époque, c'était Pascal, Ivars, et ses associés. Donc, voilà, écoute téléphone. Après, c'est eux qui se négocient les termes, etc. Parce que il y a plein de règles aussi sur les pourcentages. Une partie du club formateur reçoit de l'argent. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça par rapport aux joueurs. Donc, ça prend un peu de temps, ça se met en place. Après, ils disent une date, tu viens. Cette époque-là, j'étais allé avec ma mère et ma copine de l'époque, mais je suis plus avec elle. Donc, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon, je regrette pas, c'est la vie. Avec mes agents aussi de l'époque. Mais sentiment de libération parce que tu te dis, bon, après toutes ces années, ça y est, le but, pas ultime, mais le but principal va se réaliser où toutes tes a priori, toutes tes tensions, tout ce stress, tous les investissements que ce soit fait aussi pour ma famille, que ma mère a déménagé, mon beau-père était là, ma famille, les vacances, t'as très peu de vacances en jeune, donc tu me loues plein de moments de la vie, les efforts aux études, la vie de manière générale, c'est toute ta vie, même ta famille, tes amis autour de toi, euh, ils sont embringués avec toi de façon volontaire et involontaire, on va dire, parce que c'est tout un projet d'une vie et tout, tout est fait en sorte pour que moi, perso, ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait déjà en études, en m'aidant aussi des fois sur certains devoirs. Elle a joué un rôle important. Très important. Je lui dois beaucoup. Comment qu'elle réagit? Est-ce que c'est sa victoire aussi? Bah, tellement, elle était émotive. C'est tellement beau pour moi parce que déjà, étant jeune, vu que j'étais adopté, j'étais mal à l'âge de 6 mois quand elle m'a récupéré, j'étais mal en point. Et on lui avait dit que je ferais jamais un sport de mes jambes parce que je connaissais pas, quand elle m'a récupéré de l'orphelinat, je connaissais pas mes bas de mes jambes. Donc j'étais très développé du haut, mais j'avais aucun lien moteur avec le bas. Après, elle a fait toutes les aides médicales au Canada.
à Montréal. Je me rappelle plus. Faudrait l'inviter pour qu'elle te raconte. Mais elle a fait beaucoup d'étapes, massothérapie, psychiatre, tous les corps médicaux pour que je récupère le plus possible parce que j'étais vraiment mal un peu. Donc c'est une victoire pour elle, on va dire. Donc pour tous mes proches aussi, mais aussi pour moi. Mais c'était un moment particulier. Et on avait Anthony Jackson qui a joué avec le CF Montréal, qui est venu sur le podcast récemment et qui nous a avoué que ça lui a pris plusieurs... Et moi, au début, je pensais qu'elle allait me dire plusieurs semaines. Puis après, je pensais qu'elle allait me dire plusieurs mois. Puis il m'a dit finalement plusieurs années. Ça lui a pris plusieurs années avant de comprendre c'était quoi être professionnel. C'était comment tu devais ajuster ton corps, comment tu devais ajuster ta discipline, tout ça. Et lui, quand il a signé, on lui a dit, Anthony, ça, c'est juste une confirmation, mais c'est que le début. Ça lui a pris vraiment beaucoup de temps à comprendre tout ça. De ton côté, comment tout ça s'est mis en place? Est-ce que, oui, bien entendu, il doit y avoir des célébrations, mais est-ce que rapidement tu te dis, c'est bon, j'ai réussi, c'est le début? Non, même quand j'ai su que j'avais signé, j'ai dit, c'est qu'une étape parce que la finalité, c'est un contrat de travail que tu as. Combien d'années quand on commence? J'avais signé 3 ans. Dans la première année, j'avais 3 ans avec l'Olympique Lyonnais. Mais après, tu as différents types de contrats parce que tout départ, on va dire, tu as aspirant, stagiaire, élite, pro, qui prend aspirant et stagiaire, pro en même temps directement, et tu as professionnel. Et professionnel, après, ça dépend des contrats. Tu as le pro de la réserve, tu as le pro qui fait la réserve et pro, et tu as professionnel qui est jeune crack, qui longtemps font très haut. Donc, j'avais signé ça, 3 ans. Moi, c'est pro réserve avec y jouer de temps en temps ou faire des matchs en pro, mais ça s'est pas fait. J'ai loupé un peu mon coach là quand j'avais ce moment-là. Tu t'entraînais avec les pros par contre? Je me suis entraîné plusieurs fois avec les pros. Je me rappelle pourquoi j'ai manqué ce coach-là, mais c'était un peu compliqué physiquement. Puis j'avais pas encore la notion. Avec le recul, je m'aurais dit, Est-ce que c'est l'anecdote que tu reviens de sélection? Donc, tu reviens de sélection canadienne. Tu es un peu fatigué. Bon, hein, on est d'accord, quand on joue avec le Canada, on s'en va en Amérique. On vient, il peut avoir le décalage horaire. Et là, je pense qu'un match important, c'est ça, et de te dire, ça n'a pas été le match de ta vie, je crois. Non, j'étais complètement sous décalage. Je revenais j'avais fait 19 heures de vol et avec de l'attente, etc. Donc, on joue à Saint Kitts and Nevis, je crois. Donc, vol assez long, des retards, etc. Un peu compliqué. Je reviens tout décalé. 2 jours après, on joue un match de championnat. Mais en pro, il y avait tous les blessés à mon poste qui étaient blessés presque. Et c'était ce moment-là où je m'attendais vraiment. Puis ce match-là, j'ai dit, les gars, j'ai rien dormi de la nuit. Je peux pas. Déjà la veille, j'avais rien dormi. J'étais comme ça. J'ai pas récupéré de mon voyage. S'il vous plaît, faites-moi pas gérer. Mais là, écoutez-moi. Je me connais, je connais mon corps. Et toi, on s'entend ton corps dans ton style de jeu. Là, il y a une importance absolue. Très athlétique, là. Donc, ce match-là, 20 premières minutes, ça va. Après 30 minutes, j'étais fatigué. J'arrivais même pas à courir ou quoi. Puis c'était un match important contre Saint-Priest, un de nos rivaux les meilleurs de la région. Donc, match en jeu, voilà, je fais pas un super bon match, je le sais. Limite catastrophique. Je me fais éliminer sur un début. À un moment, je veux tacler, je me loupe. Après, ça passe derrière, contre, but derrière. Donc, c'était pas folichon pour moi. Donc, c'était là, ce coach-là où j'avais manqué. Après, c'est la vie. Ça joue à des détails. Puis je regrette pas. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Donc, tu t'entraînes quelquefois avec les pros. Je pense, par contre, que tu joues en national. Ouais, National 2. National 2. Dans la réserve de l'Olympique, c'est en N3. Donc, ils sont descendus, comme la plupart des équipes, parce que la politique descente maintenant est un peu différente des autres. Avant, tu avais quelques anciens pros qui descendaient, même si tu n'étais pas aussi jeune. Maintenant, ils ont 16, 17 ans, ils sont pas assez. Ouais. Tu joues contre des adultes et la plupart des équipes que tu joues, c'est contre des anciens, des joueurs qui ont joué dans des centres professionnels ou c'est des pères de famille, 25, 30 ans, 32 ans, des anciens pros. Et ils savent jouer.
mais la plupart, ils sont pas encore prêts pour cette étape-là de jouer. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça, la plupart des centres de formation ne sont plus en N2, sont plus redescendus. En Et N3. même là, ils galèrent un peu. Donc, c'est pas évident. Donc, vous jouez en N3, Mhm. mais de ce que j'ai cru comprendre, Zach, et corrige-moi si je me trompe ici, à un certain point, tu vas pas les déboucher. C'est complexe devant toi. Mhm. Il n'y a pas nécessairement les opportunités que tu veux. Mhm. Ramène-nous un petit peu à ce moment-là, ces réflexions-là de te dire, oui, c'est bon, je joue en N3, j'ai signé professionnel, mais je vois pas le moment où est-ce que je vais être capable de jouer avec Ça. l'équipe première. Là. Il y avait beaucoup de monde à mon poste. Il y avait Léo Dubois à l'époque, t'avais Tété, Raphaël. Parle-nous un petit peu de l'équipe de Division 1 à ce moment-là, l'OL. Ouais, ils étaient pas mal. Hein. Bah, après, il y avait le PSG qui arrive avec l'époque du Qatari. Mais l'OL, ils faisaient des belles choses. Top 4, top 5 chaque année. Ouais. Top 2, top 3. Donc, Ligue des Champions, des beaux matchs au stade, même en Ligue Europa. Franchement, c'était la belle époque. Après ces années, il y a eu t'avais Nabil, t'avais Tanguy Ndombele, t'avais Ferland, t'avais Oussem Aouar de ma génération. Ouais. T'avais vraiment du beau monde, t'avais Corentin, t'avais la casette était de chaque partie, t'avais Memphis, Memphis, bien sûr. On rappelle tous les pros, il y a des beaux noms avec qui je me suis entraîné. Donc, franchement, Jordan Ferry, Clément Grenier encore, même si lui, c'était plus dans sa période un peu en descente, mais quel joueur, quel joueur. Franchement, c'était quand tu montais en pro, la qualité qu'il y avait, c'est un autre monde. Hein? C'est un autre monde. C'était vraiment un autre monde. Donc, c'est que du bonheur quand tu montes avec les pros. Puis les gars sont super sympas, ils savent déjà que t'es un jeune, tu veux prouver, etc. Donc non, c'était très sympa, que des bons moments. Après, l'OL, la qualité qu'il y avait à cette époque-là, c'était malade. Tu comprends pourquoi ils ont autant vendu, puis autant de bons joueurs. Donc à ce moment-là, donc c'était sûr que pour moi, les débouchés étaient un peu plus complexes. Donc, j'en avais marre de faire de la CFA pour faire de la CFA. Donc, au bout d'un moment, soit tu demandes un prêt. Soit c'est, en général, quand t'as pas de minutes en pro, c'est soit de la Ligue 2 ou soit de la nationale. Donc, après, Ligue 2, ça dépend. En général, ça va être du bas de tableau que tu recherches. Moyen de tableau. Après, ça dépend. Dès que la saison a commencé, c'est compliqué. Surtout le très bas de tableau ou le haut du national et encore. Donc, les projets sont pas forcément les meilleurs. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai une carte à jouer avec l'équipe nationale. Pourquoi pas me reprocher avec la MLS? L'équipe nationale canadienne, ouais. Donc, je change d'agent à ce moment-là. C'est ton envie ou c'est ton agent qui dit, Zachary, c'est mon envie. Je me dis, il y a peut-être une carte à jouer avec l'équipe nationale qui m'avait appelé. Je me suis dit, pourquoi pas jouer tes premières minutes là-bas? Tu fais ta carrière, tu vois comment ça va être. En plus, j'avais le choix entre Vancouver, Toronto et Montréal. Montréal. J'ai choisi Montréal pour la facilité de la langue, mais aussi vu que je venais de Montréal avant. Donc, c'est sûr que mon intégration était meilleure, mais aussi parce qu'il y avait Rémi Garde à cette époque-là. Donc, avec toute la gang de Lyonnais qu'il y avait, donc c'était plus facile pour moi. Sans oublier aussi l'attachement que j'ai avec la ville de Montréal. La famille aussi j'ai pu reprendre contact avec mon père, que j'avais pas vu depuis de nombreuses années, depuis la séparation avec ma mère. Après, voilà, je dois beaucoup à la ville. La ville m'a accueilli, a accueilli ma fille aussi. Donc, Montréal, ça sera toujours une ville particulière au fond de moi. Donc, je dois beaucoup. Parle-nous un petit peu de Rémi Garde ici. J'aimerais comprendre le rôle qu'il a joué à Lyon. Comment l'as-tu côtoyé? Est-ce que c'était quelqu'un que tu voyais assez régulièrement? Pas vraiment, parce que moi, j'étais au centre de préformation. Il était toujours au centre. Quelques fois où j'ai été blessé, où je devais passer par le doc, et tu le voyais. Mais sinon, ma mère l'avait côtoyé pour signer ce papier-là en U13, piqué.
Moi, j'ai jamais trop côtoyé, mais il savait qui j'étais. De toute façon, quand tu es directeur de centre, tu regardes tout ce qui est recrutement, Bien sûr. autres, j'en passe, etc. Je suis pas spécialisé dans ce domaine-là, mais il savait très bien qui j'étais. En plus, il a ses relations à l'OL, donc il a bien fait ses travaux par rapport à moi. Donc lui aussi, il était très content de ma venue, etc. Donc ça c'est. Puis en plus, j'apprenais le métier aussi derrière avec Bakary Sagna, qui était latéral droit premier à l'Impact de Montréal à cette époque-là, maintenant CF Montréal. Donc, non, j'ai adoré cette première année de prêt. Le club aussi, je pense, était ravi de m'avoir. Ce fut pas un franc succès pour nous, mais j'ai beaucoup appris lors de cette première année. Tu as beaucoup joué. Si on regarde un peu là, ton passage à Montréal, et je pense que c'est important vraiment de le ramener à l'attention des gens qui nous écoutent. Tu joues de 2019 à 2023, Zach. 7000 minutes de jeu, ce qui est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de minutes que tu as été capable de jouer avec le club. Titulaire régulier en 2020-2021. 2022 aussi. 2022 aussi. Tu as marqué plusieurs buts. Il y a une année que je pense que tu fais... La meilleure année, c'était l'année avec Wilfried Nancy. C'est là où j'ai le moins joué. 4 buts, 3 passes décisives. Au total, j'avais fait 5 buts, 5 passes. 5 buts, 5 passes, ouais. Mais c'était cette année-là où on a eu plus de succès. Et c'est là où j'ai moins joué. Après, Alistair, ils ont recruté Alistair Johnson. Fait maintenant très bien avec Celtic. Félicitations à lui pour sa nomination aussi, je crois, là, il y a eu dernièrement, dans le 11, donc mondial. Donc, non, franchement, l'année était fantastique parce que le groupe était fantastique. Il y a eu Kai Kamara, le gars incroyable. Après, maintenant, il a 40 ans. Mais à l'époque, 37, 38 ans, je crois. Donc, sa mentalité, ramener les gens qui jouaient moins en vestiaire, de s'entraîner plus, travailler derrière, te rendre compte. Il m'a fait passer un palier important. Il y avait Rudy Camacho aussi. C'est comme mon grand frère, on se parle assez souvent. Victor Wanyama, Romel Kyoto. T'avais les Américains aussi, Georgi Mihailovic, etc. Joel Waterman, Kamal Miller. On avait vraiment... Puis l'étoile montante, Maël Koné qui s'est révélé cette année-là. Le coach Wilfried a beaucoup de succès aussi, je pense, grâce à son staff. Les personnes qui sont associées à lui, qui sont aussi... Tout le monde est concentré sur le projet, en fait. Même si tu es mécontent en tant qu'être humain de ne pas jouer, mais tu sais que le projet va se réaliser à la fin et donc tu donnes le meilleur de toi-même. Et les performances se sont vues, donc je pense que cette année-là a été mémorable pour chacun, puis l'ambiance qu'il y avait au sein de l'équipe, c'était juste magnifique. Les jeunes, que ce soit avec Zoran, avec Balou, avec Rida, avec tous ceux que je connais, même que ce soit Mathieu, Clément. J'en passe. Non, Clément était parti malheureusement. C'était une année formidable. Il y a plusieurs points qui se sont déroulés pendant ton passage à Montréal. Tu as eu des coachs exceptionnels. Tu parlais de Wilfried Nancy, il vient de gagner le coach de l'année. Coach incroyable. Tu as été coaché par Thierry Henry aussi. Je crois que tu détestais pas l'équipe d'Arsenal quand tu étais plus jeune aussi. Non, c'est sûr. Donc, peut-être, commençons ici. Environnement coaching. Parle-nous un petit peu de ce qui s'est déroulé avec Thierry Henry. Bien entendu, moment particulier à cause de la COVID, mais tout de même, je serais curieux d'avoir des anecdotes si tu en as. Et parle-nous par la suite de la transition avec Wilfried. Qu'est-ce que tu as vu différent? Quelles sont tes expériences avec les joueurs? Thierry Henry, bon coach. Après, c'était pas la tasse de thé pour certains, on va dire. Certains n'ont pas été adeptes avec ses tactiques ou de sa façon de faire. Après, très exigeant, je crois. Très exigeant, très travailleur. Donc, Samuel nous disait que s'il avait joué cette année-là, ça aurait été le meilleur joueur de l'équipe. Car, techniquement, tactiquement, physiquement, personne ne pouvait l'arrêter. Qualité intrinsèque, c'est vraiment choquant. Même finition devant les attaquants, c'était lui le meilleur buteur. C'est pour ça que c'est une légende du football français. On se rend pas compte, mais ce qu'il a fait à Arsenal à l'époque, même à Barcelone, je me rappelle, on jouait aux deux touches, j'essayais de lui mettre des volets, il contrôlait ça comme si c'était une tasse de thé. Il avait pris, techniquement, c'est un niveau au-dessus. T'avais jamais vu ça? Pour moi, j'avais jamais vu, en termes de qualité de joueur, jamais vu ça. Et c'est ton coach. C'est ton coach. Donc, des fois, il s'entraînait avec nous parce qu'il y avait tellement de blessés, etc.
il prenait le ballon, il allait marquer. Je me rappelle, je mettais des coups des fois parce que il est coach et il marque comme ça devant nous, comme ça. Des fois, il faut le blesser, faut avoir un peu d'orgueil de soi-même, mais c'était, en termes de footballeur, il y a un niveau au-dessus. Donc, mais en termes de coach, non, moi, j'ai apprécié. Il y a des moments où il était dur avec moi. S'il voulait me faire passer des paliers, des niveaux. Avec le recul nécessaire, tu te rends compte maintenant. Tu sais pourquoi. Après, j'étais un peu plus jeune, un peu plus bête des fois, sur certains moments aussi. Donc, sur les aspects qui me demandaient de quoi faire, de quoi progresser. Puis, il voyait que j'avais de certaines qualités. Donc, il voulait les mettre en évidence. Après, c'est, comme tu as dit, une année particulière, Covid, pas la meilleure année, surtout nous, Canadiens, avec toutes les restrictions qu'il y avait. Je pense le Canada, la Covid, c'était comme si c'était la fin du monde, comme ils l'ont traité. Donc, par rapport, quand tu vois aux États-Unis comment ça a été c'est le jour et la nuit, en fait, le Canada, les États-Unis. Donc, bon, après, il y a eu le tournoi à Orlando, Bubble, qui était complexe, un peu compliqué. Covid test tous les jours, on te rentre le nez ici, t'as certaines heures pour manger, pour pas se croiser avec les autres équipes. Enfin, il y a une grosse sécurité. Tu devais rester dans ton couloir ou dans ta chambre. Donc, c'était particulier quand même. On a manqué l'aspect psychologique et moteur de cet impact-là, de se retrouver seul dans un cocon, etc. On s'est entraîné les premières semaines quand on devait reprendre au Canada, à Montréal, on se partageait les terrains pour courir, etc. parce qu'on n'avait pas le droit de se croiser. Après, c'était par petits groupes. Après, c'était tout le groupe, etc. Enfin, particulier. À la fin, on a pu déménager à New York pendant quelques temps. On finissait la fin de saison comme ça. C'était complexe dans beaucoup de sens parce que la plupart, moi, j'étais tout seul. Ma mère me venait me voir de temps en temps et même là, c'était compliqué à cause de la France où elle vivait à l'époque. Mais pour ceux qui sont pères de famille ou qui ont leurs copines, c'était compliqué. Moi, je m'en rends compte. À l'époque, moi, j'avais pas de copine, donc ça allait bien. Je voyais qui je voyais et puis je faisais mon affaire. Mais pour certains, je me demande maintenant que je suis père de famille, je me dis oh, ça aurait été vraiment compliqué. Mais ça a été une des raisons que Thierry Henry expliquait pourquoi il est quitté. Je pense que lui est venu sans sa famille au départ. Il était tout seul. Il a trouvé ça excessivement complexe. On peut se mettre dans sa peau. Donc, saison spéciale, un peu étrange. Parce qu'on avait super bien débuté la saison. Ouais, bien sûr. Au stade olympique, je me rappelle. Même la CONCACAF, la Ligue des champions CONCACAF, on a fait des bons résultats. Donc, franchement, je me suis dit, tiens, Thierry Henry, ça peut être un tournant, je prends toute son image. En plus, je jouais bien. Donc, j'avais bien performé et tout. Puis, Covid arrive, cassure. Après, Orlando, épisode un peu complexe. C'était pas facile. Après, on essaie on se qualifie pour les playoffs, mais de justesse. Après, on se fait éliminer. Mais c'était une année pas facile, on va dire. Pas facile. Thierry Henry part à la fin de l'année. C'est l'arrivée de Wilfried. Une ascension qui s'est faite en 2 temps. Une première année où est-ce qu'on voit énormément de potentiel avec l'équipe et ça s'est vraiment matérialisé l'année d'après avec la très, très belle saison que le club a connue. Quels sont les changements que tu vois entre Henry et Wilfried Nancy? Parce que c'est important de ramener ça à l'attention de notre audience. Wilfried Nancy est l'entraîneur adjoint de Thierry Henry quand il arrive à Montréal. Donc, j'imagine peut-être qu'il y a des changements, mais peut-être également qu'il y a une continuité dans la manière de faire le coaching. Il y avait une continuité, mais différente. Il avait son propre schéma, son propre plan. Il a repris aussi certains membres du staff de Thierry Henry. Donc Kwame, on va dire, qui était adjoint aussi. Donc voilà, après, méthode de travail un peu différente. Mais on va dire le système un peu à 5 derrière. 3 centraux, puis après avec des pistons. Donc, non, un peu pareil, mais de façon différente dans le coaching, dans la construction, dans le build-up. Donc, c'est sûr que c'était un peu différent, mais on n'était pas perdu sur le terrain. C'était une continuité logique de jeu. Donc, c'est pour ça on a eu du succès. La première année, comme tu as dit, on a su un gros changement, une belle évolution.
Après, on n'a pas pu concrétiser au dernier match, même si on devait se qualifier contre Orlando. On s'était créé pas mal de chances. C'est là où j'ai beaucoup joué. J'ai marqué mes premiers buts cette année-là. C'est une très belle année pour toi. Une bonne année aussi. Beaucoup de loupés aussi qu'on m'a loupé, des assists. Donc, j'avais fait une saison correcte. Après, c'est pas moi qui peux marquer les buts certains moments. Mais ce fut une belle saison. J'avais beaucoup joué aussi. Après, l'année d'après, le club se renforce avec certains joueurs. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de succès. Mais cette année, la deuxième année, c'était vraiment une année incroyable parce que même si tu commençais pas, je pense que là, presque tout le monde de l'équipe a marqué ou a fait marquer quelqu'un. Donc, non, c'était une année magique parce que tout le monde s'entendait bien. Puis que ce soit le staff, les joueurs entre eux, c'était vraiment magique. Après la période qu'il y a eu de Didier Drogba à Montréal, je pense que ça a été la plus belle saison que le CF a été capable d'enchaîner. Comment que Zachary se sent après, à ce moment dans son passage à Montréal? J'aimerais comprendre un petit peu tes ambitions. Tu es quelqu'un qui, paradoxalement, a passé un petit peu des années au début de sa vie ici à Montréal, mais tu étais un produit d'Europe, on peut le dire comme ça. Tu signes à l'OL. Tu viens jouer en MLS, tu as du succès en MLS, tu joues beaucoup, tu marques, tu fais des passes décisives comme arrière-droit. Plusieurs années, tu es titulaire quasi indiscutable. D'autres années, c'est un peu plus complexe, mais tout de même, tu restes dans l'écosystème, mais tu es toujours très jeune. Est-ce que rapidement, tu te dis, bon, là, ça se passe bien au CF, peut-être que c'est un pont pour retourner en Europe, ou tranquillement, tu commences à rentrer dans une confirmation, pardonne-moi, dans ta tête de dire ma carrière, je vais la jouer en MLS? Après, c'est un choix. Moi, j'ai toujours voulu utiliser le CF Montréal comme un tremplin pour revenir en Europe. Donc, au final, ça s'est pas fait. J'ai préféré partir sur la dernière année qui s'est passée. Donc, au final, comme tu as dit, les premières années se passent très bien, où je joue le plus de minutes et tout. Après, j'ai moins joué. Puis l'année où j'ai moins joué, c'est là où j'ai fait les meilleures stats de ma carrière, etc. Paradoxalement. Puis il me restait encore des années de contrat, sauf que il y avait des clubs qui étaient intéressés, mais ils pouvaient pas mettre autant d'argent sur un joueur qui a peu de minutes. Donc c'était un peu compliqué. Donc, etc. Entre mes agents et le club et certains membres du club qui ne sont plus. Donc on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Donc au final, je suis obligé de rester. Après, je me dis, bon, malgré cette année où j'ai peu joué, j'ai eu du succès, je m'attends. Peut-être ils vont recruter quelqu'un à ma place, puis je vais avoir 2 minutes, etc. Mais Alistair est parti. Il y a eu c'était l'année où il y a eu que des transferts records du club. Ah oui. Donc, je me dis, bon, ça va être ma chance de regagner ma place, puis avoir du succès. Donc après, c'est sûr qu'ils allaient recruter un autre arrière-droit. Sauf qu'au final, je suis plus vraiment dans les plans du club. Donc, ils recrutent Aaron, Herrera. Mais quand tu dis que tu n'es plus dans les plans du club, est-ce que c'est toi qui le sens ou est-ce qu'on te le dit? On te le dit pas, mais indirectement, on te le dit. Donc, tu le vois bien. Donc, quand je dis ça dans le sens, parce que là, tu étais à ta dernière année de contrat. Non, il me restait j'avais prolongé l'année où j'ai moins joué, au début d'année. J'avais signé 2+1, il me semble. Donc, je finissais cette saison, il me restait encore 2 ans. Mais c'était des années d'option. C'est une année d'option. Donc, l'année d'option, c'est le club qui le prend. Donc, en général, le club, il va le prendre si t'es bon. J'ai toujours été bien aimé au CF Montréal, toujours été travailleur. Donc, pour eux, je pense qu'ils allaient reconduire mon année d'option. Non, j'avais 2+1+1. Il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ils ont reconduit mon année d'option. Donc, l'année dernière, avec Aaron Herrera, ça se fait, on joue, on a un peu moins de succès à cause un nouveau coach. Donc, un peu moins de succès, on met du temps à s'apprendre à son plan de jeu, etc. Mais ça se passe bien. Aaron, excellent joueur aussi, super bon gars. Après, c'est le club, la direction que je respecte. Après, même lui, il l'ont changé après ailleurs. Donc, je pense qu'il y avait une transition après Wilfried. Je pense qu'il y a eu beaucoup de renouveau, je pense aussi du club. Même là, je pense qu'il faut renouveler pas mal de
de questionnement, je pense, là, vu qu'ils ont congédié Olivier Renard. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup aussi. Il y a beaucoup de changements, même là, que ce soit des assistants qu'il y a eu, Laurent Courtois, etc., des entraîneurs gardiens, etc., il y a beaucoup de changements. Donc, à vrai dire, je connaissais pas, moi, je suis pas dans les bureaux, c'est pas moi qui prends les décisions. Donc, mais pour moi, il y avait, je pense, un essoufflement, une cassure, puis même moi, j'en avais un peu marre de cette situation. J'ai dit, bon, il me reste une année d'option, on va trouver un terrain d'entente. Je pense pas que les clubs veulent mettre les montants que le Montréal voulait pour moi. Puis c'était pas ma meilleure année, malheureusement. Ça aurait été l'année où je puisse partir libre et se mettre d'accord. Là, j'aurais pu retrouver facilement un club européen, mais plus haut, parce que mes stats me le permettaient. Puis même en sélection, c'était l'année avant la Coupe du Monde. Dernier rassemblement, je me dis peut-être j'ai ma carte à jouer. Je fais le dernier rassemblement, je fais un assist. Je me dis bon, peut-être je vais être pris. En plus, toute la semaine, j'étais excellent. C'était un des meilleurs joueurs, le coach m'avait dit, mais il est resté loyal dans ses choix avec les joueurs auxquels. Donc au final, je suis pas parti à la Coupe du Monde. Je l'ai un peu comme ça, mais après, c'est un rêve de gosse. Il y en a une en 2020. Donc, ta saison en date. Mais avant de parler de ta saison qui se déroule quand même assez bien jusqu'à maintenant, j'aimerais revenir un peu à cette dernière année en 2023. Donc, bon, tu joues et finalement, à la fin de la saison, l'option n'est pas reconduite ici. À quel moment tu le su? Est-ce que tu le sais à la fin de la saison ou à un certain point? Avec mon agent, mes nouveaux agents qui sont là maintenant avec moi, on négocie pour partir libre. Donc, ça prend un peu de temps. Au final, terrain d'entente, longue distribution, juste avant la liste qu'ils donnent aux médias, le CF Montréal. Olivier Renard m'appelle, on parle, on va dire 30 minutes, on se met d'accord sur certaines choses. Avec mes agents, je suis d'accord. Ils voulaient m'avoir ma propre opinion parce qu'ils me laissaient le choix. Mais si tu as envie de rester... Ah, le CF, OK, ils t'ont laissé le choix. Soit de rester un an de plus avec nous, soit c'est un win-win. Ils se tournent sur un autre joueur, puis moi, je pars. Donc, j'ai dit, je préfère partir. J'ai pris le risque. Donc, je préfère partir. Donc, je voulais tenter ma chance en Europe, puis passer à autre chose. Donc voilà. J'ai pas levé cette option-là. Donc, je remercie le CF pour ça. Moi-même, je pense que j'en avais un peu marre de cette situation-là, de voir aussi que... C'est pas où est-ce que ça s'en allait, vraiment. Voilà, ça s'en allait. Ils n'allaient pas reconduire le coach, donc ça allait être compliqué. Même si le coach, je le connaissais, j'ai entendu dire que ça allait être lui, Laurent Courtois. Donc, à vrai dire, lors de la finale de Columbus contre LAFC, quand Wilfried gagne son premier titre de ligue, je les avais vus parce que c'est un de mes meilleurs amis, Rudy Camacho. Donc, je suis allé voir. Il y a Mo Farsi aussi, un frérot à moi. Donc, avec un ami à moi de Montréal, Amine Manaï, on décide d'aller les voir la finale. Parce que Rudy, il restait des billets qui lui restaient. Tous ses amis de France, ils ont eu un problème avec aux douanes américaines. Il y en a, ils pouvaient pas, etc. Parce qu'ils ont fait certains voyages dans des zones un peu compliquées, rouges, pour eux. Donc, au final, je vais là-bas. Puis, après la soirée, je discute avec Laurent Courtois. Il savait, sans vraiment... Ça allait presque être sûr. Donc, il me dit, Manani, j'aurais bien aimé que tu sois dans le projet, etc. Je dis, pourquoi pas? Mais pour moi, dans ma tête, c'était vraiment l'Europe. Donc voilà. Après, ça a pris le temps que ça a pris. Ouais. Et parlons-en un petit peu de ça parce que, encore une fois, on l'a mentionné plus tôt et je pense que c'est important de le redire. Les carrières de footballeurs, même pour des joueurs comme toi qui opèrent en division 1 européenne, qui ont joué au plus haut niveau à MLS, ce n'est pas linéaire. Donc, il y a ce départ-là du CF Montréal qui, de ce que je comprends, se fait de manière très respectueuse entre les deux parties. Les deux trouvent leur compte. C'est même toi qui prends la décision à la fin. Mais là, pendant quasiment un an, t'as pas de club. Plus de 6 mois presque. Toute la période de janvier jusqu'à mon contrat en juillet. En juillet, exactement. En juin, par exemple, j'ai repris en juin ici. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 mois-là? Moi, j'ai quelques questions pour toi. La première,
qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu t'entraînes, quelles sont les réflexions également, il y a des doutes. des longues réflexions, il y a des doutes parce que tu as la période du mercato de janvier à février, de janvier à décembre, où là, on parle avec des clubs, mais c'est pas ce qui m'intéresse vraiment dans des situations un peu complexes, un peu Parle-nous un peu, des clubs de seconde zone, je vais pas dire les noms, mais par les pays, respect, disons. les pays de l'Est, un peu de seconde zone, et c'est pas ce qui m'intéressait, tu vois. J'avais certains trucs, après t'as tellement d'agents qui t'appellent quand t'es libre, des trucs un peu compliqués, un peu louches. Parce que le football, c'est bien beau, il y en a qui promettent des contrats stratosphériques, après ça n'a pas de sens, etc. Donc faut calmer. Donc ça a pris du temps. En plus, c'est pas la meilleure période pour trouver un club une période hivernale, pardon. Puis les clubs, ils sont, on va dire, ceux qui ont vraiment besoin de latéral au poste comme moi, il y en a beaucoup moins que pendant l'été, parce que l'été, il y a plus de ruptures de contrat qu'en hiver, où c'est certains clubs qui ont des joueurs blessés importants, ils doivent se retrouver. Donc, au final, il y a certaines touches, mais ça se fait pas. Après, je pouvais revenir en MLS, mais au final, ça se fait pas. J'étais dans la shortlist de certains clubs, mais ça s'est pas fait. Mais moi, ma priorité, c'était de revenir en Europe. Même si le temps passe, t'as de plus en plus de pression, tu mets de plus en plus de pression à tes agents, tout le monde te dit comment ça se fait, t'as tout pas Où est-ce que tu trouvé. vis à ce moment-là? Je vivais à Montréal encore, dans mon chez-moi. Et tu t'entraînes où? Je m'entraînais avec Starting Eleven, des gars de Montréal, d'anciens joueurs de Montréal qui créent des entraînements à Marieville-Victorin pendant l'hiver, des matchs aussi. Donc tout le monde était là pendant, on va dire, c'était top de janvier à février parce que tout le monde s'entraîne, le niveau est meilleur. T'as tous les gars de la MLS qui sont là, de la région de Montréal. Après, t'as les gars de CPL aussi. Donc, c'était super parce que je m'entraînais, j'avais un bon rythme, bon niveau. Mais dès que le temps file, etc., passe, c'était plus complexe de trouver de la qualité. Donc, je m'entraînais toujours avec eux, mais aussi avec NPG Academy, où j'ai fait des travaux supplémentaires. Donc, je travaillais comme ça, ou sinon, des fois, dans mon gym, etc. En plus, j'avais ma fille en bas âge, qui était nouveau-né, donc c'était pas facile. Donc, des fois, je disais à ma mère de la garder pour que je parte à mon entraînement. Ma femme travaillait parce qu'elle voulait m'aider aussi financièrement, parce que j'avais pas de rentrée d'argent, donc j'ai retiré aussi de mes placements, etc. Donc, ce fut pas facile, beaucoup de stress, parce que tu en gagnes énormément sur le moment, mais quand ça te coupe, et tu as des montants de la vie, payer mortgage, payer taxes, payer la vie, payer à manger, ça part très, très vite, l'argent. Donc voilà, après, l'argent, t'en gagnes, t'en perds, ça vient, ça va. Ouais. Tant que tout le monde est important, pour moi, le plus important, c'est que tout le monde est en santé et que, au final, maintenant, j'ai retrouvé un club merveilleux. Et parle-nous de ça. C'est à quel moment que les discussions avec le FC Lugano s'ouvrent? Parce que là, j'imagine que quand tout ça commence à se mettre en place, c'est un peu, c'est l'accomplissement espéré. Bah oui. C'est d'avoir un club, et remettons ça en contexte pour les gens qui ne connaîtraient pas. Le FC Lugano joue en Division 1 suisse. Vous êtes deuxième au moment où on se parle, donc en plus de jouer en Division 1, vous êtes un club qui opérait dans les hautes sphères. Vous jouez en Conference League en ce moment, donc vous jouez les coupes européennes contre des clubs que tout le monde connaît, Fenerbahçe, contre qui vous avez joué. Donc, comment ces discussions-là s'ouvrent avec le club? Au fil du temps que je sois sans club, mes agents décident pour que je garde la forme. Mon meilleur ami vient me voir à Montréal, qui travaille avec mes agents, et il me dit, bon, là, il n'y a plus de niveau, Zach, il a besoin que vous l'aidez, vous trouvez une solution. Faites-lui faire des essais dans certains clubs. Donc, mes agents s'activent pour aller à toute l'Europe, etc., pour trouver. Donc, je passe faire des essais 2 semaines à Salford, en Ligue 2 anglaise. C'est pas le club de Gary Neville, ça? Salford FC? Il y a David Beckham, je crois. Non. Il y a plusieurs joueurs de Manchester. Donc, chaque matin, je m'entraîne là-bas. Super belle ville à côté de Manchester. En même temps, la journée,
par découvrir Manchester. J'ai une de mes amies en jeune qui vit là-bas, qui est joueuse à Manchester chez les filles, mais elle vit le malade, donc on s'entend super bien et tout. Donc elle m'accueille de temps en temps le soir, on passe du moment en temps ensemble avec elle et sa compagne. Donc non, super belle expérience. Je suis encore en contact avec certains. Après, ils me kiffent, ça se passe très bien. Mais quand je pars de Montréal pendant ma période de 1 mois à peu près d'essai en Europe, je dis à ma femme, je veux partir, mais je vais rentrer avec quelque chose, ça je te le promets. Puis avec ma fille aussi, elle était en bas âge, etc. Puis ça se fait au final. Mais je rebondis sur après Salford. Donc j'ai un autre essai à Leeds en Autriche. 1 semaine. Je pars là-bas en Autriche, ça se passe super bien. Ils m'adorent. Eux, c'était à peu près leur fin de saison. Nanani, les joueurs, ils avaient joué un des matchs. Et à domicile, j'étais allé voir beau stade, tout neuf, belle ville, avec le fleuve qui passe à travers, super belle ambiance. Puis par chance, on va dire, ce qui est fun aussi, c'est que ce jour-là, après le match, il y a une grosse fête là-bas, qui est une fête nationale. Et là, ils me disent, ah, rejoins-nous, on est dans un petit bar, enfin, c'est aménagé, un peu la fête allemande avec le traditionnel, tout ça, avec les pubs et tout, avec la bière, etc. Donc, je les rejoins, tout ça. Mais moi, le lendemain, j'avais mon vol pour aller à Lugano. Donc, il y avait déjà des discussions avec Lugano à ce moment-là. En fait, je savais déjà que j'allais partir pour Lugano en essai. En fait, j'ai fait un essai. Ils t'ont parlé d'un essai, OK. Donc, ça se passe super bien avec Leeds. Je fais une bonne semaine, conditions sont top. Le niveau est un peu plus élevé, je trouve, en Autriche de charge de travail. Parmi les 3 clubs que j'ai fait, bonnes conditions, etc. J'arrive au club avec les joueurs de Leeds et tout. Puis t'avais le président, le coach, le directeur, tout le monde était là parce que c'est une fête nationale, tout ça. Ils m'accueillent de leurs bras ouverts, ils me disent ah, faut le signer lui, moi je veux. Tout le monde ils disent coach, on doit le signer, il est trop fort, etc. Vraiment super bon accueil des gars, etc. Ils m'ont adoré, super bonne ambiance. J'aurais pu signer là-bas aussi. Il y avait des bonnes discussions. Les 3, ils m'adoraient. Donc, mais ce qu'on voulait, mes agents et moi, c'était Lugano par rapport à, on va dire... le défi sportif. Le défi sportif, mais aussi, on savait qu'ils allaient faire les places européennes. Donc voilà. Puis, t'es en Suisse, plus facile pour la famille, mieux situé, etc. Donc, là, j'arrive après, je prends mon billet de train puis d'avion pour aller à Lugano, mes agents qui m'ont pris. Lugano m'accueille, ils me mettent dans un hôtel magnifique, chambre VIP, mini-appartement, etc. Ils m'accueillent super bien. Mais le truc avec Lugano, c'est que vu qu'ils étaient tellement bien classés, pour pas casser la dynamique d'équipe en faisant un essai d'un nouveau joueur, ils me font entraîner avec l'équipe réserve au départ. Ah. Donc au départ, ça se passe bien, j'étais avec l'équipe réserve. Je fais des matchs, une opposition avec eux. Boum, j'éclate tout pendant l'opposition. Oh. Donc là, t'étais prêt. J'étais prêt. Je devais juste faire des tests physiques avec Lugano de base. Et là, je dis à mon agent comment ça se passe bien. On perdait l'opposition au départ. Puis à la fin, on a gagné +2. Mais sur le +2, je fais 2 assises. J'étais pas loin de marquer. J'éclate. Je tripe tout le monde. Je joue piston, vraiment, vraiment mon rôle de piston, parce qu'ici, on joue plus à 4. Ah. Mais je dois laisser plus Renato devant, Chimignani faire la différence que moi, avant que je prenais le ballon, je faisais la différence, etc. J'ai un rôle plus défensif, on va dire. Même si je suis offensif, j'ai cette liberté, mais je suis plus relié je laisse plus la liberté offensive à mon ailier. Donc, je fais cette opposition, ça se passe super bien. Un de mes agents vient, et il vient le lendemain, et il vient dormir avec moi à l'hôtel et tout. Puis le lendemain, au final, ils disent à mes agents, il va faire l'opposition avec l'équipe première. Il y a plusieurs joueurs il y a moi et un autre joueur qui était en essai. Donc, il prend le temps, il va faire ses tests physiques. Je fais mon opposition,
je passe pas un ballon. Mais c'était court parce que ils allaient jouer le week-end. Donc, si les entraînements à Lugano sont pas autant intensifs que c'était en Autriche ou à Salford, mais ça reste qualitatif. Puis ils enchaînent beaucoup de matchs. Même nous, là, on enchaîne tous les 3 jours. Donc, la qualité des entraînements, c'est pas des grosses charges de travail. Mais tu peux simplement pas. Ton corps ne peut pas. On ne peut pas, t'enchaînes les matchs, etc. Donc, je fais l'opposition avec eux le jeudi. En plus, à la veille, j'étais KO parce qu'on avait fait une opposition d'1 heure, grosse intensité de 2 part et d'autre. Ça se donnait vraiment. Même les jeunes qui étaient montés avec les pros, ils en pouvaient plus. Ils étaient fatigués. Bon, je dis dans ma tête, je suis pas fatigué, je cours. Donc, ça se passe super bien. Je fais l'opposition. En 20 minutes, t'as pas le temps de faire grand chose, mais sur mes interventions, je suis juste offensivement sur ce que je propose. Donc, ils me kiffent bien. Puis le vendredi, la veille, je redescends. Non, c'était le mardi, le premier match avec. Pardon, je me rappelle. Avec l'équipe réserve. Mercredi, match avec les pros. Jeudi, entraînement encore avec les pros, l'équipe première. C'était juste tactique, rien de bien méchant. Puis après, le vendredi, je suis redescendu avec l'équipe réserve parce que c'était le jour de match. Ils allaient partir après la veille de match. Donc, et après, je partais. Et par chance, quand je suis arrivé avec l'équipe première, j'ai bien tilté avec certains joueurs, que ce soit Doumbé, Ousmane, Hicham Mahou, Yannis Chimeniani, Ayman, Belhaj, tous les francophones qui sont encore là. Comme tu as un gros groupe francophone, mais tu as aussi un gros groupe allemand, mais ils sont tous sympas. Puis tu as les groupes latino-italiens. Donc, tu as toujours des groupes dans des équipes, mais ça se passe super bien. C'est pour ça que l'équipe tourne aussi bien, tu vois. Tout le monde s'entend super bien. Les cas sont top. La musique, elle change de variété. Donc, tu passes du allemand, US, français, italien, très culturel. Donc, c'est top. Puis, au final, je devais peut-être faire un autre test une semaine d'essai en Allemagne, mais ça s'est pas fait. Mon manager me dit, bon, là, on est en train de négocier avec Lugano, ils te veulent. Donc, au final, dans l'attente que peut-être j'allais prolonger, je décide d'aller à Lyon, chez mon meilleur ami. Et je conduis comme ça, sa voiture. Et là, on a un appel de mon agent avec mon meilleur ami. Oh, dans la voiture. Dans la voiture. Oh, wow. Et au final, je reçois un message comme ça. Attends, le cœur, il bat à quelle vitesse? Ah, là, il va être toute une vitesse et tout. Puis là... Ta carrière qui est en jeu. C'est ma carrière. Puis c'était un parti de blackjack parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais sans rien. Je me dis, putain, peut-être je vais travailler, je vais commencer à mettre des CV. Je sais pas ce que je vais faire, etc. C'était pas dans l'optique. Puis l'argent, ça diminue. Je gagnais pas des millions ou quoi que ce soit, même si j'ai bien gagné ma vie, mais c'est pas des sommes astronomiques. Donc, au bout d'un moment, t'as la réalité en face, t'as un enfant, tu dois subvenir aux besoins de ta famille, etc. Donc, je conduis comme ça. Puis, dans la conversation de groupe qu'on a, mon meilleur ami Gaston, il reçoit le message de nos agents. Là, on a parlé avec Lugano, ils te veulent. Et lui, il lit ça, moi je conduis dans Villeurbanne comme ça. On allait rejoindre des amis plus loin. Et là, libération. Tu vois, je suis en train de conduire. Lui, il lit ça, il me dit, je le regarde comme ça, il me dit, ça sent bon tout ça, ça sent bon. Et après, on reçoit un autre message, sûr à 100%, ils te veulent, voici leurs conditions, etc. Après mes agents, ils parlent pour les montants, etc. Mais quelques jours plus tard, mais ils te veulent à 100%, ils ont adoré ton profil, etc. Donc, libération. Wow. On commence à crier de joie, pleine rue, il était 15h de l'après-midi, dans une place c'était Villeurbanne, Le Tonkin, vraiment une grosse place où il y a beaucoup de monde. Et Charpennes, pardon. Ouais, Charpennes, Tonkin. Et on est en voiture, comme ça, on est allé en centre-ville. Et là, j'appelle madame au téléphone. Et elle était avec une cliente. Et la petite, elle était avec ma mère, ce moment-là. Donc, j'appelle ma copine. Elle commence à pleurer au téléphone, parce que de libération, de joie avec sa cliente. Incroyable. Sa cliente, elle se rendait pas compte. Elle savait un peu.
Elle savait que j'étais parti, mais tout, et en pleurs. Après, j'appelais ma mère en pleurs, de joie, etc. Donc après, j'annonce la nouvelle, puis c'était que magique. Que du bonheur. Que du bonheur après presque 6 mois sans club, tout. Est-ce que tu as Les pensé à arrêter? dire. Non, j'ai jamais pensé à arrêter. Je savais que ça allait arriver. Donc voilà, après, quand tu es sportif, on va dire, au Canada, et ça, il faut dire aussi aux prochaines personnes qui s'y regardent, tu pas autant d'aide que si tu es en France, par exemple, il y a les taxes, etc., mais ils retirent de ton salaire pour, par exemple, si tu es au chômage, Ouais. ils te donnent une certaine catégorie de chômage. Au Canada, que tu gagnes plus de 100 000, 200 000, 300 000, etc., tu as le même montant qui est de 1200 par mois. Même pas, 1000 pour le mois, on va dire. Donc, pour une dépense, surtout que maintenant, le prix de la vie a tellement augmenté au Canada. Mais si tu es au chômage et que tu es obligé de retirer de tes fonds, tes placements, parce que tu peux pas subvenir aux besoins, parce que tu as ton mortgage, déjà juste un loyer, tu es seul à Montréal, c'est 1700, ou tu as les charges, etc. Ça monte très vite. Ah, ça monte Donc, très vite. j'aurais dû cotiser pour la France et ça aurait été mieux. Mais je suis Canadien, je paye toujours mes taxes et tout est bon. Je veux pas blaguer là-dessus parce que sinon, on te rattrape toujours. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. Bon, on vous parle un petit peu de ton début de saison avec Lugano. Donc, comme tu l'as mentionné, tu as signé cet été. La saison par la suite commence quelques semaines plus tard. Jusqu'à maintenant, et je pense que les chiffres sont bons, je les ai regardés hier. Tu as débuté 13 matchs, toutes compétitions confondues. Tu as participé dans 15 parties au total, donc tu es rentré 2 fois. Déjà 3 passes décisives. Félicitations. Comment tu juges ton intégration dans l'équipe? À la hauteur de tes attentes, en bas de tes attentes, comme prévu? Non, bien. Après, on peut toujours faire mieux. Ouais. J'aurais aimé faire encore plus d'assists, me projeter un peu plus aussi et finir mes actions. Des fois, j'ai encore ce premier but, le déclic. Je pense que ça. Mais t'es arrière droit. Oui, mais ce premier but, dès qu'il y a, après, t'as un déclic, t'as plus de confiance en toi. Donc, après, tu vas tirer de n'importe où et ça rentre, tu te fais contrer. Tant que tu prends le but, c'est bon. Donc, maintenant, on est dans un monde beaucoup de stats. Même si tu fais, par exemple, tu perds le match, tu fais ton match. Bon, si ça n'a pas fait un assist ou un but, on te regarde plus pareil. Maintenant, c'est ça qui compte, on va dire. Les datas. Mais non, ça se passe bien. Tous les matchs que j'ai pu faire, ils ont été bons. Le niveau en Suisse? Très bon, très bon. Tu le comparais à quoi? Ligue 1 bas de tableau. Ligue 2 haut de tableau. Championnat un peu. C'est complexe parce que tu as des équipes qui jouent vraiment au ballon, d'autres un peu plus bas, modérés. Après, c'est le championnat européen. Les gens qui se rendent compte que c'est pas autant ouvert que ça. Il y a des gens, des joueurs, des équipes qui préfèrent avoir un nul et rester là. Puis chacun prend son point, puis à la fin, c'est comme ça. Donc, c'est ça qui est bien, mais j'ai beaucoup appris, surtout avec les compétitions, les qualifications. On a fait qualification Ligue des Champions. Après, on a tombé que sur des gros, Ligue Europa aussi. Ah oui. Donc, on se retrouve en conférence. Conférence, tu joues contre des belles équipes. Donc, j'ai eu mes premières minutes aussi en Europe. Donc, c'est beau. Moi qui pensais, 6 mois en arrière, je pensais jamais avoir cette situation-là. Donc, je peux que être reconnaissant de ce que Lugano a fait pour moi. En plus, je m'entends super bien avec tous les membres de l'équipe, membres du staff. Ils m'ont toujours bien accueilli, super bien aimé. Que ce soit la direction aussi. Ils font le tout pour ma fille, pour le niveau des papiers, etc. Donc vraiment, je peux que rêver mieux. La ville est incroyable. Les gens sont super gentils. Les fans, super attendrissants. En plus, bon, on n'a pas un stade merveilleux pour le moment. C'est un ancien stade, mais là, ils sont en train de construire un nouveau. C'est quoi la capacité du stade ici? Je crois que c'est 10 000, celui-là. Et c'est un petit stade. 10 à peu près. C'est un vieux stade municipal de la ville. Maintenant, ils sont en train de construire un nouveau stade, dernière génération. Parce que là, vous êtes deuxième, c'est important de le mentionner. Vous n'êtes pas une équipe de bas de tableau. Là. Vous êtes deuxième. Il y a quelques années avant ça, Lugano, c'était un vraiment petit club. Exact. Qui se sont fait racheter par le président de Chicago, on a aussi d'une équipe, je crois, américaine de football américain. Donc, non, franchement, vraiment top. Les infrastructures, elles vont être top. Le centre, il est correct. Notre vestiaire est au stade.
dans notre terrain. Les stades d'entraînement sont à côté. On a un petit gym là, sympa. Puis voilà. Mais là, ils sont en train de construire un nouveau stade pour fin 2025, je crois. Incroyable. Il va être 12-13 000 places, je crois. Donc, ça va être plus facile pour nous parce que là, tous les matchs de compétition européenne, on doit aller à Thun. Donc, en bus, toujours 3 heures à peu près de bus, aller-retour. Bon, on se tape que du bus en ce moment. Donc, Parce que là, ils ne rentrent pas dans les exigences européennes, le ouais, stade en termes de capacité. c'est ça. Donc, on prend beaucoup de bus, beaucoup de déplacements. Donc, quand ma famille est là, je la vois pas souvent en ce moment, mais bon. Après, c'est un mode de vie différent. Donc, mais l'avion de la MLS s'est transformé en bus maintenant. Ouais. Donc voilà. Après, des fois, on prend le train aussi. Donc, non, franchement, c'est un petit coin du paradis. En plus, Lugano, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Géographiquement, on est à 20 minutes de Côme, t'as 1 heure de Milan, de la France, de Lyon, d'où j'ai grandi, je suis à 5 heures en voiture. Donc, c'est parfait. Le terme est bon, un petit coin de paradis. Parle-moi un petit peu du niveau en Europe, parce que là, tu as la chance de jouer en Division 1 suisse. Puis, comme on l'a mentionné, vous êtes une équipe qui performe, il y a des très gros clubs ici, et tu as la chance de jouer en Europe. Est-ce que tu as senti une grosse différence? Est-ce qu'il y a un changement spécifique? Tu as mentionné qu'il y a eu des matchs en Europa League également. Parle-nous un petit peu de ce que tu as vu ici. Changement, oui. Physique, aussi physique. Pas forcément physiquement, parce que la MLS, c'est vraiment plus physique en termes de course et d'intensité. Pas d'intensité, mais le jeu n'est pas le même. Ouais. On va dire tactique et technique. Niveau technique, c'est un autre niveau. Plus tu montes haut en Ligue des Champions, ça va encore plus vite, ça va plus vite. Les joueurs sont plus rapides, plus techniques. Tu dois prendre l'information plus rapidement. On a vu ça avec les grosses équipes. Tu dois relever ton niveau de concentration encore plus haut. Même en conférence, tu joues contre des joueurs, des fois des petites équipes, tu dis, putain, comment ils sont aussi forts, puis tu te fais taper. Comme on s'est fait taper contre l'avant-dernier match, après on a bien su réagir. Donc franchement, le niveau européen, il est top de partout. Des équipes jouent au ballon, toutes les équipes sont structurées, ils ont des beaux stades, ça joue, ça arrête pas. T'as que des bons joueurs en face de toi, donc le niveau de concentration est hyper intense et relevé. Ton placement, après tu dois bien dormir pour te reposer. T'enchaînes tellement des voyages à droite à gauche que en finale, en MLS, on va dire, allez, dans la saison, t'as une trentaine, 40 matchs avec la Ligue Cup, on va dire. Allez, 50 avec, si tu fais CONCACAF Ligue des Champions, mais si tu vas loin. Mais là, on va dire, entre la Coupe, le championnat et Ligue des Champions, t'as une saison à 60 matchs. Ouais, c'est fou. Donc, ça arrête pas. Donc, c'est sûr, ton corps doit être prêt. Donc, après, notre pré-saison, elle a été assez courte, vu qu'ils ont peu de vacances, vu qu'ils ont fini très tard à cause de la Coupe. Donc, puis on n'enchaîne pas des grosses charges d'entraînement parce que tous les 3 jours, on voyage, on part, on enchaîne les matchs. Donc, c'est sûr que le corps est prêt à relever à rude épreuve, mais c'est que du plaisir. Que du plaisir. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Un retour peut-être en équipe canadienne, une Coupe du Monde 2026, j'imagine. C'est oui, c'est sûr, c'est certain. Parce que là, je veux dire, tranquillement, tu commences à avoir les arguments qui s'additionnent de ton côté pour revenir cogner à la porte de Jesse Marsch. Jesse Marsch, c'est un nouveau coach. Je l'ai pas encore côtoyé. Mes agents font le travail nécessaire pour me remettre au sein de l'écurie. Donc après, on a beaucoup de succès actuellement. Donc il y a aussi d'autres joueurs qui font aussi bien dans leur club, que ce soit Leicester, Richie. Après, Toronto, c'est un peu complexe, on va mettre ça de côté, mais après, c'est pas moi qui fait tout cela. Aussi, il y a aussi le paradoxe où c'est les clubs canadiens qui payent leur entraîneur, donc il y a plein de trucs aussi dedans. Mais pour moi, si je peux donner le maximum de moi-même déjà en club, la sélection c'est un bonus, c'est toujours un honneur de faire partie de l'équipe canadienne. Donc, si le coach veut bien m'appeler, pourquoi pas. Après, moi, l'objectif, c'est de donner le maximum en club. Il y a la Coupe du Monde qui va s'en venir bientôt en 2026. Donc, je pense 2025, ça va être une année primordiale où il va falloir tenir sa place et être dans les bons coups.
Après, voilà, c'est ma première année ici. J'ai fait à peine 4 mois, même. Ouais, c'est que le début. C'est que le début, donc... mais ça débute bien. Ça débute bien, donc je souhaite déjà pas de blessures. Il n'y a pas de bois ici. Si. Oui, il y en a. Derrière, On en touche. On touche. Voilà, du succès, des buts, des assists, prendre le plus de plaisir possible sur le terrain, en dehors, puis remporter des titres avec Lugano, ça serait pas mal parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire, que ça soit vous êtes pas loin. les joueurs. La saison est encore longue. Donc voilà, on a eu une contre-performance ce week-end dernier à Genève, mais bon, ça arrive. On aurait pu prendre la première place, on n'a pas pu prendre. Hier, les gars, ils ont gagné en coupe. Donc, on a gagné en coupe. Donc, c'était top. Donc, on est toujours là en coupe parce que c'est très important, la coupe, pour San Lugano, parce que ça fait 3 années de suite qu'ils sont en finale. L'année dernière, ils ont perdu contre Genève au penalty. Donc là, on a revanche de gagner cette coupe-là. Donc voilà, après, si on peut gagner le championnat, ça serait merveilleux. Et puis on va donner le meilleur de nous-mêmes. Bien sûr. Peut-être pour terminer, des petites questions préférences. C'est la première fois que je tente le tout sur le podcast. Je serais curieux de t'entendre ici. Je vais te poser un peu des options. Tu me dis rapidement ce qui te vient en tête. OK. Meilleure ligue du monde selon toi? Première ligue, Liga? À l'heure actuelle, la première ligue, hein. Liga, c'est plus que c'était avant. Les deux GOAT sont partis. Ouais. Et puis, t'avais la MSN, BBC, c'était la meilleure époque. Franchement, pour moi, c'était la meilleure époque du foot qu'on a eu. Après, je n'ai pas connu les anciennes époques, mais pour moi, ce qu'ils ont fait dans le football, le Barça, Real, Prime, c'était incroyable. Première ligue, c'est qui ton club? Première ligue, je suis pas vraiment fan de club de première ligue. Moi, c'est que Barcelone. J'ai qu'un club, c'est Barcelone de cœur. Donc, j'aimais bien Arsenal à l'époque de Henry, avec le maillot etc. J'aimais bien Liverpool aussi. Manchester à l'époque de Ronaldo. Et quand il le voyait, c'était quelque chose. Mais j'ai pas de préférence à l'heure actuelle. Toi qui es latéral droit, bon, peut-être que je connais la réponse au vu de tes préférences. Carvajal ou Koundé? Koundé, forcément. Mais il faut respecter la carrière de Carvajal quand même, parce que c'est un énorme grand joueur au poste. Un des meilleurs de ces dernières années pour moi. Pour moi, le meilleur de tous les temps, ce serait Daniel Alves. Pour moi, c'est qu'il a révolutionné le poste. Après, t'as des excellents arrière droit aussi, hein, j'en passe. Mais pour moi, le plus marquant, c'est Daniel Alves. Je suis allé le voir quelques fois au stade dans les dernières années. L'évolution que Koundé a eue, surtout physiquement, est impressionnante. Il est arrivé au club, il était pas maigrichon, mais tout petit. Il a pris en muscle. Il s'est rendu un joueur qui est quasiment impassable. Le premier attaquant que tu prends dans ton équipe, Mbappé ou Haaland? Reste avec Mbappé. Même si, en ce moment, tout le monde se moque de lui, Mbappé. Ah, c'est une question de temps qu'il revienne à son plus haut niveau. Donc, Mbappé. Tu as uniquement un ailier que tu peux choisir. Vinicius ou Lamine Yamal? Complexe, mais je partirais avec Yamal. Mais après, il faut respecter Vini. Parce que là, ça fait deux saisons. Ce qui nous fait Vini, c'est très, très, très fort. Yamal, c'est l'étoile montante maintenant. Puis, si c'est en savoir son talent comme ça. Encore là, à l'extérieur qui t'a mis là, l'assist. Non, c'est un crack après. Il a juste 17 ans, c'est long, mais tu vois comment il est mature à son âge. Il t'envoie tout le monde à droite, à gauche. Enfin, j'en passe. C'est incroyable. L'Euro, ce qu'il a fait avec l'Espagne, c'était incroyable. C'est rare de voir autant de talent à cet âge-là. Ouais, ça remonte à longtemps. Donc, on va regarder ça de près, puis on va lui souhaiter pas de blessure. Tu peux construire ton équipe autour d'un seul joueur. Rodri ou Busquets? Busquets, 100%. Oh! Sans hésitation. On parle du ballon d'or. Non, il faut respecter Busquets. Parce que Busquets, il est arrivé dans une ère, t'avais Iniesta, Xavi, t'avais Messi, Ronaldo. Mais Busquets, il lave Rodri à des années. Pour Busquets Prime. OK, il joue à Miami. Même à Miami, il fait avec son ballon. Busquets, c'est incroyable. Il court pas trop, mais il sait bouger parfois. Mais Busquets, c'est le 6 qui a marqué sa génération pour moi. Des dernières années, c'est lui qui a marqué sa génération. Les joueurs qui ont joué avec lui ont que des fleurs à lui donner. C'est juste on le reconnaît pas assez parce qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux, il est très calme. Il fait son job sur le terrain, il montre.
Off. Ben, tu vois Busquets, paradoxalement, quand il ne joue pas. Et là, c'est là que tu te rends compte à quel point que le joueur est important. Pour moi, il n'y a pas photo. Je respecte Rodrigo pour son ballon d'or. Ouais, c'est pas mon préféré, mais il le mérite. Tant mieux pour lui. Félicitations à lui. Mais pour moi, Busquets, ça reste Busquets. Busquets. Tu as un seul défenseur central qui peut jouer à ta gauche, toi qui es arrière droit. Van Dijk ou Saliba? Van Dijk. Ouais. Je respecte Saliba, mais Van Dijk, c'est Van Dijk. Même à 33 ans, il est encore infranchissable. Moi, je me rappelle de l'époque là, il était pas loin de mériter son ballon d'or. On va se le dire. Ouais. Mais quel joueur. Bon, tu m'as parlé tout à l'heure que tu regardais Manchester United quand Ronaldo est là, mais d'un autre côté, tu es un fan de Barcelone. Donc, la question qui tue, le meilleur joueur de notre génération, Messi ou Ronaldo? Sans photo, Lionel Messi, c'est tout. Mais après, pour respecter Cristiano Ronaldo, parce que c'est un joueur de foot, son éthique, son travail, rien à dire. C'est juste qu'il est tombé au mauvais moment. Après, il nous a donné meilleur duel de tous les temps, je pense, de l'histoire de tous les sports. C'est triste que ça soit... Tennis, t'avais Nadal et Federer, mais après, t'as eu Djoko, mais c'est ce qu'ils ont fait les deux GOAT contre. Et non, je m'ennuie, je regarde. Je pense que la plupart des footeux vont dire, la plupart, ils regardent juste les gros matchs, mais sinon, tu regardes plus le match comment c'était avec les classicos avant, c'était la magie. La Liga, c'était fou. Les Ligues des Champions, t'avais des comme Dortmund, comme le Bayern Prime. C'était quelque chose. Manchester. Maintenant, le football, c'est beaucoup plus tactique, des oppositions, tout le monde se regarde, il y a moins de percussions, de dribbles. Ouais. C'est différent. Peut-être pour terminer, Zach, même si tu n'étais pas certain du terme, moi, je vais utiliser le terme. Carrière exceptionnelle, tu as signé en professionnel, tu as eu des hauts, des bas, tu es revenu, tu joues maintenant dans les ligues européennes, tu as toute mon admiration, félicitations pour tout ça. Il y a beaucoup en discutant un petit peu avec notre audience, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et il y a beaucoup de parents également qui nous écoutent sur le podcast. Tu aurais quelques conseils à leur donner pour ultimement devenir professionnel, quels seraient-ils? Conseil. Je suis jeune parent, mais après, pour moi, je laisserai faire ce que mon enfant a envie de faire. Je forcerai jamais mon enfant. S'il aime le foot, je t'inscris au foot, il n'y a pas de souci. Par contre, je serai exigeant parce que je sais, si tu veux atteindre le monde professionnel, je sais quoi faire. Mais d'abord, tu t'amuses. Tu vois comment c'est, tu t'amuses avec tes amis, tu prends du plaisir. Je te mets aucune pression. Mais après, si tu veux vraiment y aller au fil des années, là, je vais être derrière toi de façon différente. Mais sinon, écouter ses enfants, être à l'écoute, leur demander si ça va bien déjà dans leur vie de tous les jours, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont un peu malheureux ou sont un peu mis de côté aussi. Demander de ce qu'ils ont besoin, de demander s'ils sont heureux, quels sont leurs rêves de jeunes enfants. Parler puis sortir dehors, parce que maintenant on est dans une génération téléphone. Aller sur le terrain un peu. Aller sur le terrain, c'est ça qui manque. Et puis je vois de moins en moins de jeunes dehors avec un ballon. Et maintenant, ma question pour toi, le jeune qui a du talent, qui croit en lui et qui veut savoir qu'est-ce que Zachary lui conseille pour devenir professionnel, qu'est-ce qu'on lui dit? Va avec des amis, va sur un terrain, entraîne-toi des heures et des heures, joue au foot le plus possible, perfectionne tes moments, tes forces, mais aussi tes faiblesses pour les améliorer. Puis mange foot, dors foot. C'est ça qui va t'aider. Regarde regarde tes idoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pas fait de bien sur certaines actions. On montre surtout le positif, mais aussi il faut montrer aussi des fois le négatif. Puis en vrai, c'est sur le terrain qui va apprendre. Hein. Que ce soit sur la rue, les petits fives, les petits quartiers, etc. Avec tes amis, où t'as pas, mets deux bouteilles en plastique, ça fait la cage, tu frappes, tu perfectionnes tes mouvements, tes frappes, les centres, tes contrôles, la vision, ton orientation du corps. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais pour moi, il y a jouer au foot et jouer pour le foot. Il y a deux façons, mais d'abord, joue pour toi.
prends du plaisir et pratique le plus. Quand tu as du temps libre, joue au foot, va dehors. C'est là où tu vas le plus progresser. Zachary, merci énormément. Discussion fascinante, carrière exceptionnelle. Je te souhaite le meilleur avec le FC Lugano, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du bonheur, de la santé et du succès, hein, comme je pense à peu près tout le monde. Et puis être heureux. Ça aussi, je pense que c'est un peu important d'être heureux, de faire ce que l'on aime. Je suis chanceux de faire le métier que j'aime. C'est pas tout le cas de tout le monde. C'est vraiment une passion, donc je suis reconnaissant sur ça. Je sais que ça peut arriver du jour au lendemain. Ouais. Donc une blessure, c'est pas un accident de la vie. Tout va vite. On sait jamais ce qui est fait demain. Mais ouais, je pense que c'est ça, hein, du succès et de la joie. Fantastique. Zachary Bourguière, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. J'ai apprécié le moment. Un beau moment qu'on aura passé à Lugano. Et bien entendu, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.